Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Ce finding, c'est plus simple que d'habitude. De grosses vidéos sont en préparation. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Mais frère, elle fait 1h15 la vidéo, là, déjà, Attends. Ce finding, c'est plus simple que d'habitude. Frérot, on va pas se plaindre, hein. Ça veut dire quoi? Y'a pas de contenu, genre? Il y a presque 6 ans sur 4chan, quelqu'un a posté un commentaire qui a profondément marqué Internet. Si vous ne faites pas attention et que vous traversez la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur des vieux tapis humides, l'enfer du jaune monochrome, le bruit incessant des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement, et approximativement 1,5 milliard de kilomètres carrés de pièces vides aléatoirement segmentées pour vous y piéger. Dieu vous aide si vous entendez quelque chose errant près de vous, parce qu'il est certain que ça vous a entendu aussi. Mais bon, ça, vous le savez déjà. Vous connaissez les backrooms. Oh! On le voit mieux? Je pense. Parce que si c'est pas le cas, sincèrement vous avez raté un truc ces 5 dernières années. Mais en tout cas, cette vidéo elle est faite pour être regardée à peu près par n'importe qui. Cet univers, il y a 5 ans, il a retourné Internet. Et aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est bon. Il y a eu une surcharge. On a bouffé des backrooms dans toutes les formes possibles et inimaginables pendant 5 ans, et personnellement, je trouve toujours que l'idée de base de l'univers des backrooms, c'est une idée géniale. Cette idée d'un espace alternatif, où on accède systématiquement par erreur, ces espaces vaguement familiers, cette image parfaitement entre le neutre et l'inquiétant, dont le texte ne te fait penser qu'une seule chose, qu'est-ce qui se cache derrière les murs. Je trouvais la base des backrooms, l'idée du début, incroyable. Et au cours de la chaîne, on a pu observer un peu l'émergence de l'une des creepypastas les plus importantes d'internet. C'était pas arrivé depuis très longtemps qu'un concept horrifique d'internet En vrai, un anime sur les backrooms, ça pourrait être incroyable. Mais genre un one-shot de 10 épisodes. Passe internet. Mais c'est bel et bien arrivé, et ce pour le meilleur et pour le pire. Et pour certaines personnes, ça a surtout été pour le pire. Cette vidéo à la base devait être beaucoup plus longue et surtout beaucoup plus flippante. Mais je pense que la meilleure manière de parler une bonne dernière fois des backrooms en général sur la chaîne, c'est pas de faire une vidéo horreur. Le concept il est vieux et essayer de vous faire peur avec, ça va pas forcément marcher. Vous inquiétez pas, si vous voulez de l'horreur, il y a quand même une partie de la vidéo dit-il avec une musique qui est terrifiante derrière. Qui va être particulièrement sympa quand on va reparler un peu d'un petit créateur intéressant. Donc si vous êtes ici pour une vidéo qui fait peur, mais genre seulement ça, bah vous allez peu avoir ça. Je vais pas faire un focus horreur ici. Non. Ici on... Ah bah c'est... Bon, on se barre les gars. On va plutôt c'est pas pour nous. Revenir en arrière et essayer d'analyser un peu le même. Essayer de comprendre comment c'est arrivé, comment les backrooms sont apparus, qui a été responsable de cette apparition, qui a été responsable de son explosion majeure. On va parler ensuite de son exploitation, on va parler un peu du n'importe quoi qui a suivi, puis on va finir en posant une question qui fâche. Est-ce que les backrooms sont mortes? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est une... En vrai, vu le nombre de jeux qu'il y a, les mecs, j'ai l'impression que tous les mois, il y a un jeu backroom, genre. Scam backroom, t'as une chance sur 3 de te faire péter à 10 balles. Que j'ai trouvé si cool et pertinent à une époque. Est-ce que c'est encore intéressant? Vous allez voir également un truc. Analyser le développement d'un tel univers et comment Internet l'a traité, c'est hyper intéressant. Car Internet fonctionne en réalité de manière très cyclique. Le développement des backrooms était prévisible et ce depuis le début. Et je vais vous en parler à la fin de la vidéo, quand on arrivera à la conclusion. Mais avant... En vrai, je trouve qu'il manque un vrai jeu backroom. Genre, on a fait plein de jeux qui étaient vraiment bons, mais je trouve qu'il manque un jeu, tu sais, le mec il abuse, un jeu AAA backroom, genre. AAA backroom, 4 joueurs, chat de proximité, avec des vraies mécaniques. Voilà, des vraies mécaniques, parce que bon, les mécaniques des jeux backroom, c'était assez simple, t'es là, il y a le monstre, il te course, tu dois courir, des fois il y avait des énigmes, mais c'était un peu tiré par les cheveux. Mais je sais pas, un jeu... un bon jeu backroom bien tryhard, bien vénère genre. Avant de commencer, évidemment, je vous conseille de regarder ma première vidéo sur les backrooms, ainsi que la deuxième, même si la deuxième est moins importante en réalité. Cette vidéo n'est pas vraiment une suite de ces vidéos, mais si vous ne connaissez pas les backrooms, si vous ne connaissez pas les différentes formes compris les backrooms, on va pas vraiment s'attarder très longtemps sur certains points, et du coup ça va paraître peut-être être un enchaînement de concepts. Cette vidéo elle est faite pour les gens qui connaissent un peu l'univers déjà, même si je pense qu'une personne attentive qui ne connaît rien des backrooms pourrait quand même à peu près comprendre ce dont je vais parler. Bref, finissons cette introduction qui est interminable. Voici les backrooms, et ce pour une des dernières fois de l'histoire de ma chaîne. Après c'est vrai là-dessus, je trouve qu'on a quand même fait un peu le tour.
Même des bouquins, ils peuvent écrire des bouquins backroom, des trucs comme ça. Hein. Tu peux y aller, hein. T'as 100 000 produits dérivés à faire. Tu peux même faire, si tu veux, un mini parc horrifique backroom. Mais bon, ça va coûter trop cher. Est-ce que les gens vont venir? On va le faire aux États-Unis. Tout commence en 2015. Ah, aussitôt. Beaucoup plus loin que prévu. En 2015, sur Tumblr, un compte poste le 28 octobre cette image. Cette image, elle est mythique sur internet. Elle est bizarre, elle est photographiée de manière étrange, on se demande... Un papy qui est là tranquillement au marché le dimanche matin et qui est en train de proposer ses tomates. C'est ça qui a lancé les backrooms. Qu'est-ce que ce type fout là? On se demande pourquoi la photo est prise, le lieu est insalubre. Bref, cette image est drôle, elle met à l'époque un peu mal à l'aise. C'est une photo qui ne fait pas forcément peur, qui ne fait pas forcément rire, mais qui te laisse une impression profondément pas neutre. Et cette photo, elle est surtout très importante parce que le profil Tumblr qui l'a posté, c'est un profil qui s'appelle Cursed Images. Cette image est maudite. Et c'est le point de départ du même Cursed. Ah bah ça fait plaisir de regarder, de commencer vraiment cette épopée backroom avec une image maudite, comme ça on est tous maudits les gars. Dont vous avez probablement entendu parler si vous utilisez régulièrement internet. Les images Cursed ne sont pas maudites dans le sens strict du terme. Alors si c'est posé, hein, vraiment, il manque plus qu'une chicha pomme. Probablement entendu bon, parler. désolé, je voulais tester, ça m'intriguait depuis quelques jours, j'étais là, voilà, je suis le voisin. D'utiliser régulièrement. J'habite dans le bois, je suis derrière. Les images Cursed ne sont pas maudites dans le sens strict du terme. C'est des images qui déstabilisent, qui parfois deviennent marquantes principalement. Ça c'est drôle, ça pareil. Quand on annonce qu'elles sont maudites, elles ont souvent une atmosphère homemade, elles sont de mauvaise qualité et te font opposer. Ça c'est flippant. Tu rentres chez toi, tu vois ça, chérie, je t'ai fait une surprise, tu vois ta meuf comme ça. Une question, qu'est-ce qui se passe? Ou encore, pourquoi cette photo a été prise? C'est difficile de quantifier exactement ce qui fait qu'une image est cursed, mais il y a surtout ce côté très fait maison dans ces images, un peu un côté voyeuriste. Souvent une image cursed va utiliser un flash, ou alors tout simplement avoir une image de mauvaise qualité. L'esthétique cursed en 2015, elle n'était pas encore prédominante, mais des tonnes de gens vont voir du potentiel dans cette esthétique qui mettait un nom sur un mélange entre humour... La photo avec la gamine, elle était terrifiante. Internet, esthétique do-it-yourself, vallée de l'étrange, nostalgie et solitude, qui allait devenir hyper importante dans l'humour ironique des mêmes des années à venir. Cette esthétique, elle va grandir, vite. En 2016, il y a un compte Twitter à succès qui va poster des images cursed, puis des slideshows sur YouTube vont apparaître, systématiquement associés à une musique inquiétante, et qui semblent utiliser 95% du temps les images qui provenaient de ce compte Twitter. C'est quand la montée de cette esthétique était à son paroxysme que le 21 avril 2018, quelqu'un va créer un thread sur le board paranormal de 4chan. Sauf que sur 4chan, tout est anonyme, donc on ne sait pas qui a créé ce thread, ni qui y a répondu, mais il s'agit d'un thread demandant aux utilisateurs du site de partager leurs images cursed préférées. Je vous déconseille d'aller sur l'archive du thread car dans la bonne tradition de merde de ce site, quelqu'un s'est amusé à mettre un cadavre dans les images, donc voilà. Mais au niveau des réponses, on trouve un post qui est passé complètement inaperçu. Quelqu'un qui poste cette image. Et c'est la plus vieille archive de l'image qui a démarré le mythe des backrooms qu'on peut trouver sur internet. Pour l'instant. On n'est pas encore à la fin de la vidéo. Et sur le moment, cette image qui allait devenir mythique un an seulement après, elle passe complètement inaperçue. Il est probable que quelqu'un l'ait enregistré en se baladant sur le thread, mais personne ne réagit. En fait, il fallait attendre un petit mois que quelqu'un lance sans s'en rendre compte la deuxième pièce du puzzle qui allait mettre en place le terrain propice à l'apparition des backrooms. Le 21 mai 2018, un utilisateur Twitter appelé River Caferata, qui a maintenant supprimé son compte, répond à un tweet d'un autre utilisateur indisponible et cet utilisateur en question, il est en privé. Donc voilà, disons que j'ai pas trouvé vraiment l'archive de cette discussion. Mais tout ce qu'on a, c'est une screenshot d'un de ces tweets, qui a fait un peu de bruit sur le moment. Une définition du concept d'espace liminal. On appelle ça des espaces liminaux, et ils te donnent cette impression étrange car tu n'es pas censé passer du temps à l'intérieur d'eux. Mais ce sont des espaces de transition où des choses arrivent avant et après eux. Sans savoir, ce message, il a un an d'avance. Car les espaces liminaux, c'est-à-dire ces lieux nostalgiques dans des images de mauvaise qualité, prises avec des caméras d'un autre temps, ces images crues qui s'inspirent clairement de l'esthétique cursed, elles allaient devenir prédominantes sur internet et surtout elles allaient complètement bouffer l'autre esthétique. Le 14 mars 2019, la première image iconique le jour de mon anniversaire en plus, c'est bizarre ça. L'espace liminal va être posté sur Twitter par l'utilisateur Zerstoer. C'est vraiment très chelou. Il va poster une image de l'intérieur de l'Holiday Inn Express près de l'aéroport Heathrow à Londres, en décrivant l'endroit comme ayant une architecture oppressante et cauchemardesque. Voilà la photo. C'est ça, je suis un backroom à moi tout seul, hein. Bon, en fait, plus je vois les backrooms, moins ça me fait peur, les mecs. Et c'est vrai que tu peux t'interroger quand même. Beaucoup d'entre vous la reconnaissent. Elle est différente des autres images cursed. C'est l'endroit qui fait peur, ainsi que la manière de le photographier. Le lieu a l'air hors du monde, entre deux états, un lieu d'être. En fait, le truc qui est vraiment effrayant dans ce genre de photo, c'est pas la bâtisse en soi, c'est vraiment les fenêtres
où t'as l'impression d'être observé en fait. Habitude qui serait remplie mais qui ici ne l'est pas. L'architecture est bizarre et difficile à déchiffrer. Beaucoup Quand tu vois une petite fille au fond avec des cheveux bruns longs là, d'entre vous ne bien savent noirs. pas par exemple que ça, c'est un toit. La structure est en fait en intérieur, comme le montrent des vidéos de gens trop qui s'y bizarre. rendent lorsqu'il y a plus de monde. C'est quoi l'intérêt de faire une cour comme ça, genre? Un intérieur mais qui simule un extérieur, genre. L'image elle est évocatrice et quelques gens se mettent à ressortir le terme espace liminal pour la décrire. À partir de ce tweet, sur YouTube, il va se passer quelque chose d'intéressant. Ah, Les gens l'architecte, vont il a pété recommencer les à faire plombs. des slideshows d'images, mais cette fois-ci avec des images d'espaces liminaux, mais sans les appeler comme ça. À l'époque, il les décrivait plutôt comme des lieux paraissant familiers, mais dans lesquels personne ne s'est rendu. Ces montages nostalgiques et troublants sur fond de musique montraient en réalité exclusivement des espaces liminaux. Mais pour l'instant, le terme n'avait pas été répandu. Et au milieu de cet engouement, il y a un thread sur 4chan qui va à nouveau être créé sur le board paranormal. Et ce post, dédié à partager des images troublantes, un peu cursed, un peu étranges, et mettant mal à l'aise, utilisait comme première image celle-ci. Cette fois-ci, elle n'est pas passée inaperçue. Les gens vont poster plusieurs réponses, chacun apportant leurs images, puis quelqu'un va citer la première image et demander « C'est quoi cette image ?» Et une réponse à ce message va lancer à lui seul l'un des plus gros phénomènes horreur de l'histoire d'Internet. Et ce commentaire, c'est celui que je vous ai lu au tout début de la vidéo. C'est à ce moment-là que les backrooms ont été créés. Ça remonte à longtemps en fait les gars. Et là, ça va aller assez vite. Quelques temps après, quelqu'un va screenshotter ce commentaire, le coller à la première image, le partager sur le subreddit GreenText, partageant des commentaires trouvés sur 4chan, parfois drôles ou parfois un peu bizarres, et le post sur Reddit va prendre de l'ampleur. Dans les jours qui vont suivre, des gens vont se mettre à faire des montages sur Twitter, et à ce moment-là, la machine était lancée. L'idée d'un endroit gigantesque dans lequel on tombe par erreur, utilisant plusieurs esthétiques en pleine expansion, le concept s'apparentant à de l'horreur psychologique qui commençait à se répandre comme le genre d'horreur en vogue sur Internet, tout ça, ça a beaucoup résonné avec les gens. L'image et l'idée, tout ça, c'était parfait. Et il arrivait pile au bon moment. Un truc comme ça, avec toutes les pièces que je vous ai données, ça arrive pas par hasard en réalité. Les pièces du puzzle étaient déjà là, et si ce commentaire n'était pas arrivé, quelqu'un d'autre l'aurait fait quelques temps après. Par contre, on a eu de la chance que ce commentaire soit aussi iconique, et qu'il trouve directement un nom à cet endroit. Les backrooms, les arrière-salles. C'est une très bonne idée. Et là, il va y avoir une réaction en chaîne, qui s'est opérée au cours des mois suivants. D'abord, les Le backrooms mec il a lancé un mouvement en fait. Les gens vont aimer l'idée et les gens vont chercher des tonnes d'autres images qui font penser à la première pour diversifier les images utilisées pour décrire le lieu. Et les gens vont remixer l'histoire en donnant leur version de l'univers, en donnant leurs histoires. On est dans la période première de la creepypasta des backrooms et à l'époque, il n'en existait qu'un modèle. On va voir plusieurs modèles de cet univers dans cette vidéo, c'est-à-dire des versions de cet univers, des manières de l'entrevoir, des manières dont il peut fonctionner. Et à chaque fois qu'un modèle des backrooms va devenir le modèle Mais c'est fou que ça parte de quasiment rien en fait. le plus populaire, ça va en réalité faire écho à l'étape dans laquelle on est dans l'expansion du mythe des backrooms. Ici, on est dans les premières étapes primitives du mythe. Donc le premier modèle des backrooms, c'est le modèle le plus primitif, le modèle classique. Ce modèle est simple, il n'y a personne dans les backrooms, à part vous. Eh chat, vous pensez vous survivez combien de temps dans un étage comme ça? Franchement. Vu les questions de certains, je pense sincèrement que il y en a vous survivez max 10 minutes. 1 minute. Ouais mais si tu... En vrai, si demain tu tombes dans les backrooms, bah... Tu vas même pas bouger, je pense. Déjà, tu vas savoir que c'est des backrooms parce que tu auras regardé ce react avec moi. Et deuxièmement, bah... ça sert à rien. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se balader, genre? Vous y êtes bloqué et la peur du lieu vient du bruit incessant. On graille comment? Eh frérot, je vais te donner une astuce de survie. Si tu tombes là-dedans, hein, tu t'arraches le papier peint, tu le mouilles avec ta salive et tu manges le papier peint, mec. Vraiment, tu manges le papier peint. De la Faut bouffer du papier peint mouillé, genre. Complète de repères. La répétitivité des lieux. À ce moment-là, Tu manges le monstre, mais t'as vu, c'est un ficello. Les backrooms sont un phénomène de niche, et son expansion vient en même temps que l'expansion de l'esthétique liminale. Mais dans la niche horreur internet, celle dont je parle dans mes vidéos, c'est déjà très très populaire. Et c'est à ce moment-là, du coup, que les choses vont se compliquer. Quand tu donnes à internet un concept nouveau, avec une imagerie nouvelle, avec des idées nouvelles, et une esthétique dont on comprend à peine comment fonctionnent les mécaniques, qu'est-ce qu'internet fait? Ben, il fait ce qu'il connaît déjà. À peine 5 jours après l'arrivée du concept des backrooms, cette image va commencer à tourner.
Elle a été créée par Endermitan. Ah ouais, d'accord, avec tous les niveaux et tout. Une utilisatrice de DeviantArt et de Reddit qui opérait sous différents pseudonymes. Il semblerait que cette personne ait été la première personne à penser à l'idée de séparer les backrooms en différents étages. Le premier, l'étage 0, étant cette série de bureaux aléatoires où vous ne croisez presque aucune entité malfaisante. Au bout de quelques jours à errer, vous pouviez tomber sans le savoir dans une version plus sombre de ce premier étage. L'étage 1, où les lumières agissent de manière imprévisible et où des entités malfaisantes difformes vous pourchassent quand vous êtes dans l'obscurité. Et enfin, l'étage 2, extrêmement hostile, serait une série de tunnels de maintenance avec des tuyaux bruyants et imprévisibles. Sur le moment, l'idée fonctionne trop bien. Les gens adorent cette idée et ça permet tellement de diversifier le concept des backrooms. Maintenant, il doit y avoir des milliers de niveaux, genre. Que ça va diviser les gens. Très très tôt dans la création des backrooms par la communauté, il y a des opinions divergentes qui vont apparaître. Il va y avoir un groupe qui préférait le concept de base, un autre qui va aimer l'idée de la présence de 2-3 étages en plus à peine explorés. Oh, et il y a ça va les gars, arrêtez de faire les aigris. des gens un peu chaotiques qui vont créer des wikis, notamment un wiki fandom en juin 2019, et qui vont trouver que 3 étages... Il y a toujours des puristes en mode ouais non, l'ancien backroom c'était vraiment mieux quand on n'avait aucune donnée sur rien du tout, quand on savait rien. C'était pas assez. Et qu'il y avait également plein d'images liminales qui apparaissaient un peu partout et qui les inspiraient pas mal. Ainsi, on va avoir l'originale division en 3 modèles des backrooms. Le modèle classique, le modèle 3 étages et le modèle 3+. Littéralement, plus de 3 étages. Et ce modèle-là, il va exploser. Ah ouais, c'est ça les mecs, hein. Vraiment, c'est ce que je vous disais, il y a tous les jeux vidéo, il y a tellement de contenu sur les backrooms. Même Inox, il a fait une vidéo sur les backrooms. Le modèle 3+, il a une différence majeure par rapport au modèle 3 étages. Le modèle 3 étages, c'est un nom un peu bâtard. C'est pas vraiment un modèle qui est composé de 3 étages, mais c'est plus un modèle qui s'écrivait sur les subreddits à l'époque, au tout début des backrooms. Il s'écrivait à travers des courts textes d'explorateurs, et sa différence avec le modèle 3+, c'est qu'il est très très peu documenté. Il n'est documenté en général que par une seule personne, et en réalité, aucune personne située dans les backrooms ne sait vraiment comment il fonctionne. Et donc on ressent beaucoup plus la solitude. Le modèle 3+, lui, il se passe sur un wiki, et donc la documentation est au centre même de son design. D'abord sur un wiki fandom, puis ensuite sur un site Wikidot, des gens vont créer un univers des backrooms divisé en centaines d'étages plus zinzin les uns que les autres. En plus t'as des étages, t'as des 9.1, 9.2, 9.3, 9.5. Et la raison de pourquoi ça a autant pris sous cette forme, c'est 3 raisons. D'abord, tout le monde a un hub où on peut faire grandir l'univers, ça désagrège un peu la qualité de l'univers des backrooms, mais ça crée un côté participatif très stimulant. C'est d'abord dans les cercles d'horreur niche que les backrooms sont d'abord devenus populaires, et donc les cercles d'horreur niche ont décidé de faire comme ce qu'ils connaissaient déjà et ont structuré l'intégralité de leur wiki participatif de la même manière que celui de la fondation SCP. Pour ceux qui ne le savent pas... Oh là là, ça date ça les mecs. SCP. Moi je me souviens d'SCP-087B. C'était un jeu d'horreur que Squeezie avait fait. Le concept était très simple. Fallait juste descendre un escalier noir à l'infini, jusqu'à ce que tu tapes un screamer genre. La fondation SCP, c'est un univers qui décrit les agissements d'une organisation secrète visant à capturer et contenir toute créature paranormale qui ne devrait pas être connue du grand public. Toutes les créatures sont recensées sous le nom de SCP-un numéro, puis ensuite un surnom. Elle a été créée à partir d'un modèle participatif sur un wiki où tout le monde pouvait rajouter ses créatures, et il y en a aujourd'hui des milliers. C'est d'ailleurs un peu drôle que, comme pour les backrooms, l'univers est pour origine une image sur 4chan accompagnée d'un texte. Le modèle 3+, utilise exactement le même système. Au lieu d'avoir des entités classifiées, on a des étages. Et au lieu d'avoir des formes de SCP différentes, on a des entités et des sous-étages. Ils vont même reprendre certaines idées qu'il y avait dans l'univers de la fondation SCP, notamment cette idée d'avoir des codes qui sont communs à l'intégralité de l'univers, histoire de pas se perdre. Genre dans le modèle 3+ des backrooms, quand un survivant se balade dans les backrooms et qu'il trouve de l'eau, ce sera systématiquement non pas de l'eau normale, mais bel et bien de l'eau d'amande. En gros, pour ceux qui ne savent pas, l'eau d'amande, c'était un truc qui était vendu aux États-Unis, voilà, qui était en fait fait à partir de sirop d'orgeat. Donc c'est une sorte d'eau avec un léger Et il s'est passé quoi? goût, un peu d'amande très sucrée, un peu sympa, voilà. Sauf que maintenant, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu chercher, On est dans sa cuisine. plus disponible à la vente. Sauf que j'ai trouvé une manière de le reproduire sur internet. Voici à quoi ça ressemble. Et donc je vais goûter en face de vous pour la première fois de ma vie de l'eau d'amande des Il backrooms. va goûter l'eau des backrooms les gars. Voilà. Wesh. Bah oui hein. Ils vont... Après honnêtement, tu tombes sur un étage où il y a de l'eau comme ça,
t'as pas de bouffe, bien sûr tu la bois. Hein. Si reprendre l'idée de la fondation SCP de classer chaque étage avec un niveau de danger. Bref, l'inspiration elle est clairement assumée, c'est une sorte de gigantesque hommage. Et enfin, la troisième raison pour laquelle le modèle 3+ est devenu très populaire et a contribué à la popularité des backrooms, c'est parce qu'il était tellement plus YouTubeable. Faire une vidéo sur les backrooms à l'époque, c'était tellement fun. Tu choisissais un étage, tu essayais de le décrire en reproduisant son ambiance, c'était trop cool. Il y avait cette impression de décrire un jeu de survie imaginaire d'horreur, c'était trop fun comme moment. Puis 2020 est arrivé, et le wiki a pris encore plus en ampleur et donc beaucoup plus de vidéos étaient faisables parce qu'il y avait beaucoup plus d'étages. En plus, c'était le confinement, tout le monde était chez eux. Puis en 2021, l'univers commençait à vraiment faire parler de lui. Au point qu'à Halloween 2021, j'ai parlé des backrooms. Et comme tout le monde, je trouvais que les backrooms simples étaient les plus intéressantes et flippantes. Et comme tout le monde, j'ai plutôt fait un finding sur le modèle 3+, car c'était beaucoup plus divertissant à regarder. Et au moment où je faisais ma vidéo, j'étais persuadé que j'étais en retard de fou sur la mode, qu'elle était déjà en train de mourir. Les backrooms existaient depuis longtemps à ce moment-là, et en fait, le modèle 3+, y montrait déjà énormément ses limites. Dans ma vidéo, j'avais essayé du mieux que je pouvais avec mes moyens de l'époque d'esquiver les étages mal écrits et les trucs un peu nazes, mais déjà à l'époque, je m'étais fait vanner pour les trucs évidents qui ne marchent pas avec les univers utilisant le modèle de la fondation SCP, c'est-à-dire un modèle participatif où tout le monde peut ajouter ce qu'il veut. D'abord, plus les backrooms sont documentés, moins c'est flippant. Genre quand tu lis le wiki, on dirait que dans les backrooms il y a 2 milliards d'êtres humains qui ont complètement dompté le lieu avec des guildes, du commerce. Ça a pas l'air vide, ce qui va à l'encontre de l'esthétique liminale. Ensuite, il y a trop d'étages. Et comme tout le monde veut être impressionnant, tout le monde veut avoir l'étage le plus flippant, le plus dangereux ou le plus intéressant. En fait ça ressemble plus à rien maintenant, c'est ça. Au point que dans ma vidéo, on dirait que je dis toutes les 3 minutes qu'on est dans l'étage le plus dangereux des backrooms. C'est vraiment pas bon quand t'essayes de construire un univers. C'est pas du bon world building, personne peut survivre. Puis il y a tellement d'entités différentes et le bestiaire est trop détaillé. Des smilers, ces sourires dans l'obscurité qu'il ne faut pas quitter du regard. Les hounds, ces chiens de chasse humanoïdes qui te pourchassent s'ils te croisent. Les skin stealers, on dirait qu'on ne fait que croiser ce genre de trucs à en lire le wiki, ça en devient absurde. Il semblerait être caché dans absolument tous les étages. C'est trop. Des étages où on change la gravité, des étages au concept trop élaboré ou pas assez élaboré. Les backrooms dans leur modèle le plus populaire commençaient lentement à devenir un peu une blague. Ils veulent pas recréer de nouveaux monstres. Brouillon. Genre, ils ont vraiment tout fait. Enfantin sans vraiment beaucoup d'intérêt. Alors au montage j'ai réalisé que j'étais un peu dur à ce moment-là. Je parle ici du modèle 3+ tel qu'il était en 2021. Mais depuis 2022, le Wikidot a mis en place une énorme opération pour améliorer l'écriture des étages et la cohérence de leur univers. Et maintenant c'est vraiment beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait une sorte de côté un peu enfantin bizarre qui a vraiment pas parlé à la majorité des gens. Et après les gars, si tout le monde peut un peu écrire tout et n'importe quoi, alors je sais pas s'il y a une vérification ou si c'est validé derrière, mais ça veut dire que peut-être que moi, là maintenant j'écris un étage des backrooms, si je veux te créer un monstre là maintenant tout de suite en 10 secondes, le monstre il va ressembler à rien. Vrai là je suis un peu... Il aura des mécaniques trop nulles. Pour rien, parce que il va t'envoyer des paillettes les et tout. backrooms devenaient quelque chose d'autre. Elles évoluaient naturellement. Elles pouvaient pas rester exactement cette idée de base qui avait été présentée à la base, il fallait bien qu'elles évoluent. Je savais que vous alliez dire Calvas, vous êtes même pas drôle les gars. Sur le moment, c'est même pas ça drôle. semblait être une version légèrement moins bonne, et les backrooms étaient donc en train de mourir. Sur Google Trends, on peut mesurer l'expression de popularité de termes de recherche sur Google au cours du temps. Au moment où je sortais ma vidéo sur les backrooms, Google estimait que le sujet était populaire comme ça. Voilà. À ce moment-là précisément, je pensais que les backrooms allaient bientôt n'être que de l'histoire ancienne. Voilà ce qui allait se passer au cours des mois qui ont suivi. Ah oui. Ah, il aurait sorti sa vidéo un peu plus tard, ça aurait vraiment pété. Et ça, c'est grâce à un petit génie de l'horreur sur internet, Kane Pixels. Ah bah lui on le connaît bien les gars. On a terrassé ses vidéos à ce mec. Le 7 janvier 2022, Kane Parsons, qui s'est appelé Kane Pixels, a sorti sa vidéo The Backrooms Found Footage. Ah lui il a vraiment... Non mais il a des ça. En plus dites-vous que quand il a commencé le mec il avait quoi? Il était vraiment petit. Hein. Il était pas majeur. Hein. Elle a fait à ce jour 64 millions de vues et c'est le catalyseur de l'explosion. Mérité. Franchement mérité. Totale de cet univers. Alors j'ai beaucoup de difficultés à faire des suites à des vidéos que j'ai déjà faites. Et de base, cette vidéo devait être une suite à la vidéo que j'avais déjà faite sur la série des Backrooms de Kane Pixels. En réalité, je ne vais pas le faire ici, car ça s'emboîterait très mal dans cette vidéo, mais j'ai quand même envie de parler de cette série. C'est pour ça que je ne comprends toujours pas pourquoi à l'heure actuelle on n'a pas eu une série Netflix Backrooms en fait. C'est... Le mec il fait des mini courts-métrages sur YouTube, full 3D, hyper réaliste et tout. Avec un vrai lore en fait qui suit sa propre série, tu vois.
Et mais je comprends pas en fait. Expliquer dans quelle direction les Faut vidéos qu'il y ait vont et faire juste un faut qu'il y ait focus une prod sur une qui vidéo fasse. récente qu'il a réalisée dans le cadre de sa série, car elle est selon moi le meilleur moyen d'expliquer pourquoi le modèle Kane est pour l'instant le plus intéressant de tous. Mais d'abord, expliquons un peu ce que Kane Pixels a fait avec les backrooms et pourquoi c'était brillant. La première vidéo de Kane, The Backrooms Found Footage, était très simple. On montrait quelqu'un tomber dans les backrooms et errer à l'intérieur sans but. C'est carré en vrai. T'étais pris dans le bail, t'étais dans l'univers et puis voilà quoi. Hello? Is someone there? Au cours de son chemin, il finit par se passer ça. What the hell? J'avais oublié qu'il faisait peur comme ça le fish stick là. S'ensuit un jeu de chat et la souris se terminant Le par un Stickman. retour à la réalité. Un poil fracassant. Cette première vidéo, elle a apporté plusieurs choses au backroom qui étaient essentielles à son développement. D'abord, la vidéo pour l'époque, elle est bluffante en termes de qualité. Elle est hyper belle, et même s'il y a 2-3 trucs un peu... Voilà, pas très bien faits, il y a surtout une ambiance ultra crédible. Cette vidéo, elle a apporté À ça. 7 ans les Une mecs. vidéo, pas juste des images fixes ou des cours rendus 3D. Ici, les backrooms sont vivantes et c'est véritablement bluffant, surtout quand tu sais que le créateur va faire que de s'améliorer par la suite. Et c'est pas que une vidéo, c'est aussi une vidéo qui raconte quelque chose. On nous montre enfin quelqu'un qui se déplace dans les backrooms et qui vit quelque chose. Et ça, c'est très nouveau pour l'époque. La deuxième chose que Kane Pixels a Tu peux te dire, ouais, mais ça se trouve c'est vraiment arrivé. Je me souviens quand on avait réacté à sa vidéo, il y a des gens dans mon chat qui me disaient, ouais mais attends, mais les backrooms c'est réel ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour y aller et tout? Ça posait des questions premier degré, genre pour trouver le moyen de s'engouffrer là-bas. c'est une centralisation. Et du coup, je vais vous répondre là maintenant tout de suite, les gars, les backrooms existent vraiment. Voilà, les backrooms existent vraiment. Moi, j'ai juste à appuyer sur la cuvette de mes toilettes et je tombe là-bas. Hein. Je fais des allers-retours de temps en temps. Le monstre qui est là-bas, il me donne des bouteilles d'eau. Avant, les backrooms se propageaient et changeaient en fonction de qui t'en parlait. Ici, Kane Pixels peut imposer sa vision et on a eu de la C'est chance terrible. de tomber sur quelqu'un qui comprend à 100% comment peut fonctionner l'horreur des backrooms. Et Bah, quand regardez Néon, là, il vient de il vient de dire qu'il vient des backrooms, les gars. Donc, Kane Pixels va avoir Vous l'idée avez de eu des continuer questions à des lui, vidéos hein sur le sujet pour la transformer en série de vidéos, il va enchaîner les bonnes idées. L'univers des backrooms de Kane Pixels mélange avec brio plusieurs éléments de chaque modèle qui existait pour faire un truc quasi parfait. La série des backrooms raconte en réalité l'histoire d'une entreprise appelée Async qui dans les années 80 a développé une technologie quantique pour résoudre des problèmes de storage et de logement. Ils ont, en collaboration avec le gouvernement américain, construit cette machine qui a généré une sorte de dimension alternée appelée le complexe. et tu vois, c'est super bien fait. Hein. Franchement, il a tête sang. Qu'on franchit par cette porte, appelée le seuil ou le threshold. À la base, l'architecture du lieu paraissait comme une série de bureaux aléatoirement segmentés, mais à force d'exploration du complexe, Async va réaliser que celui-ci se distord de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans ses profondeurs. Et surtout, il semblerait que l'existence même du complexe détruit lentement la réalité, et que le complexe semble distordre le temps, l'espace Aïe, et même aïe, aïe. avoir une sorte de conscience. Et tout ça est raconté à travers des documents confidentiels, des vidéos qui ont été réalisées par l'entreprise qui n'étaient pas censées voir le jour. Ce qui permet de garder un ton très scientifique, très détaché, mais qui permet aussi de magnifier chaque moment où quelque chose est inexpliqué. Il y a plein d'idées incroyables qui ont été Terrifiant. utilisées par Kane pour faire en sorte que la série soit la plus efficace possible. Par exemple, pour t'expliquer tôt dans la série que la réalité est en train d'être affectée par l'existence du complexe, Kane te montre juste des statistiques de quantité de personnes disparues qui grimpent soudainement en flèche au moment de l'ouverture du seuil des backrooms. On se doute de ce qui se passe parce que la série est bien faite, mais ça te laisse suffisamment de temps pour te demander est-ce que c'est vraiment lié? Ou alors il y a une idée de génie dans la manière dont c'est raconté. La série maintient une atmosphère de tension peu importe quel épisode tu regardes, car le fait qu'on te présente des dossiers confidentiels d'un projet qui était censé être ouvert à tout le monde à la fin, mais qui n'a jamais porté ses fruits, ça fait que tous les extraits précèdent forcément une énorme catastrophe, un événement d'une gravité telle qu'elle aurait pu causer la fin d'un projet de ce type. Et à chaque fois que tu vois quelque chose de grave et que dans la timeline le projet n'est toujours pas annulé, et ça va loin dans les trucs graves qui se passent, tu finis par te dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut arriver de pire qui peut causer la fin du projet? Et il n'y a pas très longtemps, il a été annoncé que Kane Pixels allait être le réalisateur d'un film sur les backrooms. Mais non. Bah après logique, mais totalement mérité, mais c'est trop bien.
qui est produit par A24, une société de production qui est à l'origine de tonnes de films d'auteur et de films d'horreur absolument incroyables, et selon certaines personnes, les gars, quand il le sortira, on le regardera, hein. C'est même les seuls bons films d'horreur qui sont sortis depuis quelques temps, ce qui est faux évidemment. Donc il faut comprendre que si ce mec a été repéré par A24, c'est pas pour rien, c'est qu'il a un vrai talent de mise en scène qui est presque attends, mais alors, le mec avait zéro budget, hein. Il faisait ça dans sa chambre, tranquille, avec des petits logiciels 3D. Mais si on lui donne du budget, mais il va faire un banger, les gars. Pour lui. Et pour vous faire comprendre à quel point ce mec est bon pour faire de la mise en scène, laissez-moi vous parler d'une des vidéos les plus récentes de sa série, une vidéo que je trouve brillante en termes de construction et qui peut être regardée par n'importe quelle personne qui n'a pas vu le début de la série. Cette vidéo, elle s'intitule Backrooms Found Footage 3. Ah, on l'avait vu aussi. On l'avait vu aussi celui-là, les gars. La vidéo commence avec ce qui semble être plusieurs extraits aléatoires d'une cassette VHS. On peut y voir des images de la vie de tous les jours, dont notamment ce plan. Ce qu'on peut entendre brièvement ici, c'est la phrase Oklahoma City Bombing. Un terror mais ça doit prendre des années de faire une vidéo comme ça, hein. D'extrême droite ayant causé le 19 avril 1995 la mort de 168 personnes suite à une explosion d'un véhicule piégé. Ça permet de dater la vidéo qu'on va voir comme étant située durant ce jour tragique ou au moins autour du 19 avril 1995. Après donc quelques extraits de tranches de vie dont un concert, on voit enfin la personne derrière ces images. Il s'appelle Ravi et il exprime sa frustration après avoir filmé un cadre de l'entreprise Monsanto se moquer d'un enfant malade et avoir un comportement suspect. I recorded a Monsanto exec joking with a DPR manager about a sick kid, and sure. C'est bizarre, mais la vidéo elle me dit rien du tout, les gars. I like making fun of diseased kids as much as the next guy, but right after that, they said something along the lines of, "Hey, if we accidentally push out the entire county, you might just get that ranch you always wanted." Et au milieu de son explication, la vidéo se met à accélérer. Fucking A, man. Et je trouve cette idée déjà très intéressante, car ça indique que clairement quelqu'un contrôle l'enregistrement et sélectionne les parties qu'il veut qu'on voit. Il y a donc deux couches de lecture, ce que Ravi va filmer, ce qu'il a vécu et ce qu'on veut bien nous montrer. Et donc il se pose une question, qui est aux commandes ? Qui contrôle la vidéo? On voit après cette accélération Ravi rentrer chez lui, ou du moins dans une maison. Puis ça coupe sur un écran noir avec en fond un appel téléphonique. C'est pas très clair à qui il parle, peut-être des colocataires, mais en tout cas il semble demander si quelqu'un est allé vérifier le sous-sol de la maison dans laquelle il vit, car il y entend des bruits. I'm just calling to ask to see if there's anybody supposed to be checking out the downstairs today. Ah si, je crois que je m'en souviens. Et d'ailleurs un bruit vient de résonner. Il sort de sa chambre donc, pensant que quelqu'un s'est introduit chez lui. Hey! Si, ça me dit un truc. Mais le début, je m'en souvenais pas. Someone there? Il descend les escaliers et trouve sa fenêtre vandalisée. Oui, c'est bon. Shit. Ça revient, les gars. Non, elle était folle cette vidéo, hein. C'était 50 minutes de backroom, quoi. Someone here? Il se décide d'approcher du bruit. Il ne trouve rien, donc il décide de vérifier une autre porte. Il est tendu, il se déplace sans faire un bruit, ayant peur d'une altercation. Il se déplace dans son garage et entend un bruit lointain. Il semble venir de cette fissure dans le mur, qui inexplicablement donne sur cette pièce. Non, la vidéo, c'est Kyle Pixel qui l'avait faite. C'est celle-là qu'on avait vue en fait. Ravi vient de traverser la réalité pour se trouver dans une sorte de salle de réunion d'où s'émane une musique douce. I did not know this was here. Il est déboussolé. C'est réel, ouais, mec, ça arrive de temps en temps. Il y a apparemment, il y a un humain sur 1 million qui peut tomber dans cette réalité. Et là, en fait, malheureusement, on a retrouvé que la cassette. À explorer. Il pique une clé dans cette porte, ouvre celle-ci
Il franchit un couloir et tombe sur la première architecture incohérente de son voyage. Mais en fait, le truc, c'est que c'est des documents qui sont débunkés au fur et à mesure par la CIA, par le FBI, parce que ça tombe dans le domaine public. Mais tu vois, là, c'est des archives qui datent de 1964, un truc comme ça, quoi. What the fuck? Il est bien dans les backrooms. La caméra coupe et semble le montrer essayant de trouver une sortie ou un moyen de progresser. Ne trouvant pas comment progresser, il retourne sur ses pas et se rend compte que la lumière du couloir qu'il venait de prendre s'est éteinte. Et ça, c'est la première fois qu'il se rend compte du fait que le lieu est imprévisible. Ce genre de choses, ça doit être horrible. Bah, en vrai, tu vas chez toi, il se passe un truc bizarre dans ta cave. Tu ouvres un tiroir, tu vois qu'il y a un tunnel dans ton tiroir, bah t'appelles la police. Après, généralement, les gens qui se retrouvent dans les backrooms, enfin, c'est pas de leur faute, quoi. Ils se baladent, des fois, ils tombent, enfin, il est en train de balader son chien, et hop, il traverse il glitch, il fait une no-clip. De son côté, il doit penser que quelqu'un joue avec lui, mais d'une autre, on a plus l'impression que le lieu lui-même a une forme de volonté. Et qu'il est au courant de la présence de Ravi. Il finit par trouver cet interstice dans une pièce sombre, il le franchit sans trop de difficulté, et se trouve dans cette pièce. Et je vais pas le pointer du doigt à chaque fois, mais Kane Pixels a très bien compris comment créer de l'architecture incohérente. Vous connaissez peut-être le concept de la vallée dérangeante, ce point où quelque chose ressemble suffisamment à un être humain pour que ses défauts paraissent monstrueux. Vous allez bien dormir ce soir. Et les backrooms selon Kane Pixels, c'est ce concept transposé à l'architecture. Et vous allez voir, cette vidéo fourmille d'endroits bizarres où aucun objet ne semble être à sa place. Et ça met particulièrement mal à l'aise. C'est parfaitement incohérent. Après s'être trouvé dans cette pièce avec les chaises, il finit par trouver derrière une armoire un autre couloir. Il pousse l'armoire et s'immisce à l'intérieur de celui-ci. Il est en train de faire une version super caille de la vidéo de base, hein. La caméra coupe. Tu sais, j'aimerais bien remettre un tapis comme ça dans mon studio. Il tombe sur cette pièce avec plusieurs fauteuils vieillots différents Avec les petites voitures. qui cachent en réalité une autre pièce. Et lentement, Ravi se rend compte que le lieu dans lequel il se situe est immense, au-delà de sa compréhension. Et surtout, hostile dans son architecture. À partir de ce moment-là, ça devient clair. Il n'explore plus. Il veut trouver une sortie. Il passe par cette pièce délabrée d'où s'émane cette musique. Il sent une odeur étrange et ces objets sur le sol semblent former un cercle. On remarque également des traces sur les murs, des traces de moisissure. Il finit par entrevoir quelque chose qui l'alerte dans le coin de la pièce. Quelque chose qu'on ne peut pas discerner. Oh my god. Ravi s'enfuit et lorsqu'il sent la présence de quelqu'un, il a un éclair de génie. Et si il pouvait trouver de l'aide? I'm trying to leave. I don't want any trouble. Mais quiconque l'a entendu semble hostile à sa présence, donc Ravi s'en va pour ne pas causer de problème. Franchement, je suis là, j'avance plus. Moi, je me bats. J'entends un bruit, j'appelle, il me répond pas. Je pense que je serais capable de foncer dans le noir. C'est vrai, genre, on voit jamais les mecs se battre avec les entités des backrooms, en fait. On les voit jamais. Ils essaient jamais de se défendre. Genre, il y a un truc qui fait 3 mètres de long qui peut t'arracher la tête en one shot. Pourquoi vous essayez pas de vous battre avec eux? Toujours à fuir, à fuir. Là, tu vois. Ça toque comme ça. T'ouvres la porte et si ça doit se régler, ça se règle. Oh! Chance de survie de Fémis, 0%. Mais Drago, arrête. Tu connais rien à la survie, frérot. Tu connais rien. En fait, je veux vous dire, statistiquement, j'aurais plus de chances de survie par rapport à vous, parce que vous allez passer votre temps à fuir. Mais il y a un moment où cette entité, en fait, elle connaît ces backrooms, c'est son labyrinthe, tu vois.
Elle va vous choper, vous allez pas pouvoir fuir éternellement, les mecs, à un moment, il va falloir porter ses couilles et y aller, quoi. Hey! Là, tu vois, t'as un tapis. Tu mets le tapis à l'entrée d'un couloir. Hop, il glisse sur le tapis. C'est effet banane Mario Kart. Dès qu'il est au sol, bam, un coup sec. Ici. Ici. Coup de pied. La caméra coupe alors que Ravi continue de s'enfoncer dans le complexe pour fuir la chose qui le suit. Et au milieu de sa course, il se trouve ici. Il commence enfin à réaliser la taille réelle du complexe. Et il est complètement démuni. What the fuck? What the fuck? Au milieu du couloir, il trouve cette pièce, à l'intérieur de laquelle il trouve une maison entière confinée à l'intérieur des murs du complexe. Il allume un interrupteur. Après, tu dis ça, mais tu sais pas ce que c'est. Mais genre, vous savez ce que c'est les backrooms, arrêtez. Arrêtez, vous avez 100 000... vous avez 20 jeux gratuits Steam sur les backrooms, sur votre répertoire. C'est bon, vous pensez que vous êtes des vrais explorateurs? Mais redescendez, les gars. Il se rend compte que ça a alerté la chose qui le suit. Redescendez bien comme il faut. Il se cache et essaye de garder son calme. Il essaye, en restant discret malgré les lumières, de s'éloigner de la menace et rejoint cette série de pièces vides, couvertes de moisissures. Il franchit cette porte et se trouve au sein d'une maison américaine classique, démeublée, au parquet craquant. Là, tu vois, il y a quand même de quoi se défendre, là. Le lieu ne semble jamais s'arrêter. Il essaye d'abord de regarder ce qu'il y a au-dessus des murs avant de continuer à progresser, et il trouve ce qui semble être 2 paquets de chips. Une statue de Guanyin, une Bodhisattva dans la religion bouddhiste, une sorte de déesse de la compassion. J'arrive toujours pas à comprendre comment Kane il a réussi à faire tout ça en fait. Franchit le couloir qu'il avait vu juste avant. Comment il a fait? Et se met à entendre des sons. What? Bah. Bah wesh Guillaume. Comme ça. Guillaume, tu sors d'où, frère? Guillaume Vasse. T'es même pas follow, Guillaume. Hein. Il vient de se follow. C'est comme ça qu'on dit bonjour, Guillaume. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. C'est 49 fois moins que Guillaume, mais c'est déjà ça. Mais il aime. Il n'y a pas de jugement ici, frère. Attendez, les gars. Il vient de créer son compte. Il vient de se follow parce que je lui ai dit, attends, c'est bizarre, il s'est pas follow. Il a lâché 50 subs avant tout ça, c'est bizarre. C'est très chelou. Alors là, vraiment, hein, en toute sincérité, je pense qu'on a quelqu'un qui fait du blanchiment. Voilà. Mais c'est bizarre parce que là, il y a d'autres viewers qui font du blanchiment ici, qui viennent se dire, qui viennent de dire, tiens, ça sent le blanchiment tout ça. Ça sent le blanchiment. Peut-être qu'il vient des backrooms, les gars. L'argent des backrooms, on prend. Hein. Merci pour les 50 subs, Guillaume. Merci beaucoup. C'est cet étrange empilement d'enceintes au milieu d'une pièce vide. Il blanchit l'argent des backrooms, les gars. Mais avant de s'y rendre, What the fuck, il se penche sur cette affiche.
Un peu plus tard, cette affiche elle a été retrouvée sur internet en bonne qualité. Il s'agit d'une affiche réalisée par l'hôpital Arcadia, qui est dans le sud de la Californie, qui faisait la promotion d'un programme de dépistage gratuit qui aurait eu lieu le dimanche 16 octobre 2022. Et c'est surtout ça qui est important. Pourquoi une affiche qui a vraiment existé, qui date de 2022, serait présente à l'intérieur du complexe, alors que l'enregistrement date de 1995. Comme je l'ai dit précédemment, les backrooms peuvent modifier l'espace, mais visiblement, elles peuvent aussi modifier le temps. Un autre lien qu'on peut trouver avec ce poster, c'est ce logo qui semble mentionner la religion bouddhiste et qui semble lier ça à la statue qu'on venait de voir précédemment. C'est un peu comme si les backrooms se généraient avec des idées qui semblent se suivre les unes après les autres. Il se rend dans la pièce avec les enceintes. C'est quoi le concept des backrooms? Alors, en fait, les backrooms, c'est... comment dire? C'est des aberrations de la vie. Voilà. Genre, dans notre planète, en fait, de temps en temps, il y a des aberrations qui créent des intemporalités dans ta réalité qui font que si tu es présent à cet endroit au mauvais moment, tu peux te retrouver dans les backrooms. Voilà. C'est une sorte de bug, exactement. C'est une sorte de bug qui fait partie de notre réalité. Mais du coup, de temps en temps, il y a des gens qui se retrouvent bloqués dans les backrooms. Commu silencieuse, mais j'adore ton contenu, chef, tu m'as grave aidé dans certaines périodes, donc je rends, c'est normal, juste j'ai dû créer mon compte car de base, je regarde sur Smart TV. Mais ça va pas, Guillaume. Il faut être fou pour faire ça. Pour me regarder sur une Smart TV. Ah ouais. Il y en a... Alors après, c'est moins choquant que les gens qui me regardaient sur PS3, frère. Salut, je te regarde depuis la Wii. Exceptionnel tes streams. Trop bien. Ça, merci le faux pour l'abonnement fer. C'est une tour radio. Et je suis trop content d'avoir fait mes vidéos sur le sujet, car maintenant, vous savez que là... Radio check. Does anyone copy? Ce que Ravi fait, c'est du radio-amateurisme. Testing. 1, 2, 3. Et qu'il essaye de contacter un autre radio-amateur, en utilisant l'émetteur radio qu'il a en face de lui. Sauf que toutes ces tentatives d'essayer de trouver de l'aide sont complètement inefficaces. Il arrive bien à entendre une voix à un moment, et se décide de la suivre, pensant qu'il a capté un signal. De toute façon, à partir du moment où tu te retrouves dans les backrooms, en vrai, t'as aucune chance de t'en sortir. Hein. Les gens qui reviennent des backrooms, il y en a combien? Il suit lentement les voix. Qui restent à peine discernables. Plus Ravi s'approche, plus le son devient clair. Il est en panique, il ne sait pas à quoi s'attendre, et il finit par comprendre que le son vient de derrière cette porte. Le son a l'air de provenir d'une enceinte qui est cachée. Mais il est clair qu'il s'agit d'un enregistrement d'une radio de police. Mais au milieu de son écoute... Là, vous allez me dire, l'entité qui est là, qui est en train de courir vers toi, il t'attendait, c'est un trap. Un V1. Quitte à mourir, autant tenter sa chance. Là, il a une taille humaine, les gars. Tu peux l'enclencher. Là, on peut l'enclencher. C'est pas le fiddle stick qu'on avait au début. Là, tu pousses une enceinte sur sa cuisse. Tac, ça lui pète la rotule. Il est là. Bam! Sur le crâne. Il bouge plus. Comme un poisson, tu vois. Un poisson qui convulse. Tu remets un coup et là, bouge plus. J'avoue qu'en vrai, il est en jogging, là. Jogging Adidas avec la petite sacoche. Après, j'avoue, il court bizarrement, hein. Ah, j'ai jamais vu un mec sprinter comme ça, hein. Ah ouais, non, mais il court vite, hein. Vous avez vu, il fait une Naruto Run. Il court en Naruto Run. Hey, si vous voyez un gars dans la rue qui vous fonce dessus en Naruto Run, il a rien à perdre. Vous avez raison, fuyez. Fuyez.
Ravi court le plus vite possible pour s'enfuir de la créature. Ah ouais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est, non. Il pousse cette armoire et arrive à condamner une issue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il prend un escalier et fuit au plus vite la créature. Mais Guillaume, oh Guillaume, c'est la fête du slip, Guillaume, là, hein. Totalement fada, le Guillaume, hein. Sur Smart TV. Et la caméra coupe. Les gars, ça sauve Guillaume, en fait, actuellement, il est sur une rediff. Il est sur une rediff d'un live SNK, frère. Voilà, il est en mode, oh, incroyable. Ah, je vais lui lâcher 5 subs. Tac, il a 5 subs et ça vient d'arriver que maintenant, en fait. Il a 3 ans de retard, tu sais. Juste, j'aimerais revenir un peu en arrière. Ça, là. C'est quoi, en fait? Ce procédé de faire une coupure juste au moment où on voit pour la première fois ce truc humanoïde là. C'est super bizarre comme procédé de mise en scène. Et ça te rappelle que c'est quelqu'un qui te montre la vidéo. Pourquoi avoir fait cette pause? Le procédé d'arrêter l'action d'un coup, c'est super surprenant. Et ça crée encore plus de déstabilisation que si c'était une énième poursuite. Bon, revenons où on en était. La caméra avait coupé et on nous montre cet étrange passage où Ravi semble zoomer sur une zone de moisissure. Et on dirait presque, et c'est subtil, qu'elle bouge. En fait, on dirait que, ouais, elle bouge et qu'on peut passer en dessous. De retour sur Ravi se déplaçant dans les backrooms. On imagine que c'est filmé bien plus tard car Ravi n'a plus l'air paniqué. Il franchit quelques zones insalubres, incorporant toujours plus d'éléments et d'objets de la réalité, et il finit dans cette grande pièce avec des fenêtres donnant sur... ça. Star Wars. En vrai, t'arrives là, tu sais que tu t'en sortiras jamais. L'environnement du complexe est titanesque. Et cette zone, appelée la ville rouge par la communauté autour des backrooms de Kane Pixels, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, intitulée Pitfalls. Oh my god. Et ça s'était mal fini la dernière fois. That's not a person. Ravi, lui, de son côté, il perd complètement les pédales. Pourquoi il essaie pas de casser la fenêtre? Mais vous en avez d'autres des questions comme ça? Pour aller où? Tu vas aller où là? Ça le dépasse complètement. Il franchit une pièce et repasse ce couloir qu'il avait déjà franchi et il finit par se retrouver dans la partie du complexe non aménagée. Il est retourné sur ses pas. Il se déplace silencieusement, enchaînant des couloirs jaunes similaires. Il trouve des... Moi, le truc, je trouve le plus terrifiant des backrooms, le plus chiant en fait pour le mental, c'est ce bruit d'ampoule qui grésille là. Que t'as tout le temps dans quasiment tous les couloirs. Droit qu'il a déjà franchi, mais sous un autre angle. Ce Puis bruit enfin, là. il arrive dans cette pièce. Je pense que c'est ça qui me tuerait dans les backrooms. Oula. Il y a quelqu'un dans la pièce? Non, c'est juste un truc en carton. Qui d'ailleurs représente un homme des cavernes. Okay. Ravi franchit la pièce, un peu confus, et juste avant d'en sortir, il vérifie une dernière fois que rien n'a bougé. Il commence à devenir clairement paranoïaque. Il arrive dans cette pièce, et au bout de celle-ci, il trouve cette maison. Ça c'est vraiment la PNJ de... la maison du PNJ d'américain de base, genre. Petite maison coquette, bleue, voilà, avec petite terrasse de quelques mètres carrés. Dans une pièce où des traces semblent sortir d'interstices sombres, probablement des traces de pas ou de moisissures. Il y a des vêtements et des objets aléatoires qui jonchent le sol. Et une statue romaine semble percer celui-ci comme si elle avait apparu ici soudainement en traversant le sol. Ravi entre dans la maison, vérifiant ses arrières, et il semble que celle-ci a déjà été visitée par quelqu'un. Une chaise est renversée et des traces de pas salis recouvrent la moquette. Au loin, on entend l'écho de voix, provenant probablement d'une télévision. On voit 7 bottes collées dans le sol, probablement appartenant à la personne qui a visité cette maison auparavant. Ah, ça c'est des travaux qui ont mal tourné. Hein. Pour planter sa chaussure comme ça dans le sol. Ravi suit les voix. Ça fait peur. Oh, bon. Soyez un minimum courageux les gars, arrêtez. Ça fait trop flipper, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et quelqu'un semble être au téléphone. Qu'est-ce qu'il dit? Genre là, vous avez peur là? Quelqu'un qui sonne comme s'il était dans la pièce. Soyez des Et qui hommes! pourtant n'est trouvable nulle part. Il finit par essayer d'interagir. Hello? Et l'homme lui répond.
Au début, la communication est difficile. I'm sorry. I don't know where I am. I need help. You're on private property. You need to leave. I'm trying, okay? I don't want to be This is the here. guy who keeps coming around here trying to talk to my boys. Du coup, ma théorie, en fait, c'est que avant, du coup, il y avait quelqu'un d'autre qui est mort, qui a parlé, du coup, avec les gosses de ce mec-là. Mais en fait, il y a une connexion entre sa maison. Je pense que la maison qu'on est en train de voir, il y a exactement la même maison, mais dans notre réalité. Et du coup, il y a un moment de rupture, un moment de connexion. En fait, on est pile à ce moment de rupture qui fait que il y a des éléments des backrooms qui peuvent passer dans le monde réel et inversement. Des choses du monde réel qui peuvent passer dans les backrooms. What? L'homme finit par menacer d'appeler la police. My family's trying to sleep. Leave or I'm calling the police. Mais du coup, si cet homme, ce père de famille, est capable de parler avec notre homme des backrooms, ça veut dire que théoriquement, il serait capable de venir chez nous. Et inversement, peut-être qu'on pourrait faire en sorte que ce mec des backrooms aille dans la réalité. Really need help. Station's a quarter mile down the road. Listen, I can't. Puis lentement, Ravi semble le convaincre que quelque chose de bizarre se passe. I've been walking for like 9 fucking hours, man. Where the hell are we? I can't even see you. Actually, do call the cops. That's fine. Just please help me out here. Leur discussion est vraiment bien écrite. On comprend parfaitement qu'on est en face de deux personnes complètement incapables de comprendre ce qui leur arrive et qui essayent lentement de démêler le fil. Where are you? Well, what? Where the hell are you? I just look outside and I don't see you. I'm in like. Tu vois? Pour lui, là... Alors, mec, attends. En fait, ce serait logique. Imagine en fait, imagine des versions miroirs. La maison, elle est comme ça. Et en fait, il est comme ça. Mais du coup, en fait, pour lui, l'entrée de la maison, c'est le dos de la maison du gars qui est dans les backrooms, en fait. C'est ça, en fait. Les deux maisons sont collées, mais en mode effet miroir. Like a living room with a fish on the wall. What, is this some kind of game you're doing? Are you having a laugh over this? Non, parce que là, il dit ça te fait marrer, parce que je pense qu'il décrit à la perfection sa maison, en fait. I'm not. It sounds like you're on the other side of this wall, but this door goes nowhere. Et on finit par comprendre un truc. Ici, la Guillaume, il vient des backrooms, les gars. porte, elle donne sur rien, mais dans la vraie vie, elle donne sur une terrasse en face de la maison. Ravi entend l'homme comme étant derrière le mur, car il est derrière le mur dans la réalité. Et quand il finit par se lever pour entrer dans la maison et essayer de trouver Ravi, on l'entend comme s'il était dans la pièce. Attends, mais c'est trop bizarre. Ah non, mais les gars, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a dit. Hein. Are you in my balls? Ils sont tous les deux dans la même maison, mais pas dans la même réalité, et probablement pas au même moment. Et ça, du coup, on comprend que c'est une photo de l'homme qu'on entend. Et comme on peut voir, il est père d'un enfant. I don't understand. How is this possible? I can hear you, but I don't know. I just need to go home. On comprend que l'homme commence à comprendre la situation de Ravi. Persuadé qu'il est bloqué dans son mur, il propose à Ravi d'essayer d'ouvrir cette petite ventilation pour voir s'ils peuvent communiquer. Sauf qu'au moment où il essaye de l'atteindre, il se passe ça. Thank you. I think it's. what the fuck? What? Oh my god. Oh my god. What the fuck? Le père est tombé dans le complexe également. Voilà. C'est ce que je vous ai dit, en fait, le moment de connexion, les gars. Hey, what happened? Hello? Il y a ce moment, en fait, qui fait que... En fait, le truc, c'est que... Il y a forcément un chemin qui remène au monde réel parce qu'on a pu communiquer avec lui. C'est sûr. Lui, il est tombé dans les backrooms, du coup. Mais il y a forcément le chemin inverse, les gars. Après une coupure, on trouve le dernier plan de la vidéo. Un plan sur Ravi qui monologue Bon, le sur père le est mort, souvenir hein. de sa vie. Il a complètement perdu sa santé mentale, et arrivant lentement à la fin de la batterie de sa VHS, il émet ses dernières paroles. I just want to go home. Avant de se fondre dans le silence.
au moment de la fin de sa cassette. Bah alors, du coup, si vous entendez des voix dans vos murs, n'aidez pas, ne répondez même pas. Après, ça dépend combien de temps ça dure. Cette hein, mais... vidéo en elle-même, isolée de la série des Backrooms, c'est un chef-d'œuvre d'horreur found footage. Et clairement, c'est un des travaux horrifiques de Kane Pixels les plus aboutis. Ce que je trouve incroyable, c'est déjà le fait que prise dans un vide, cette vidéo est folle. Mais que prise dans le contexte de la série, elle a encore plus de sens. Cette vidéo est truffée d'éléments de lore qui font écho aux précédentes vidéos de Kane Pixels, mais aussi qui ajoutent à son univers. Par exemple, la moisissure que j'ai pointée du doigt, c'est un des éléments principaux de cet univers. Cette moisissure serait le signe que le complexe entier est vivant, et en se répandant, il peut prendre des formes qui varient. Mais dans cette vidéo, c'est la première fois qu'elle prend une forme humanoïde. D'habitude, c'était plutôt des sortes de trucs filaires, des sortes de créatures qui se formaient à travers cette moisissure et à travers cette culture organique. Mais là, ça prend des formes réellement... le film, les gars, ça va être un banger. Hein. Humaine. Il va être incroyable. Je pense qu'il va, premier degré, on va vraiment se chier dessus. Très très bien construite. Les réactions de Ravi et sa manière de filmer sont ultra crédibles. Du moins, c'est le cas si on considère que ce qu'il filme, c'est ce qu'il voit. Un moment que beaucoup de gens pointent du doigt, c'est ce moment. Oula. Ce petit coup de caméra là, qui veut à la fois dire « Qu'est-ce que ça fout là, ça ?» et « Si j'ai besoin de boire de l'eau, je sais où aller ». C'est hyper humain comme réaction. Enfin, c'est humain si tu pars du principe que ce que tu regardes, c'est les yeux de Ravi, plus qu'une caméra. Mais en imaginant qu'il essaye de documenter tout, un peu comme il le présentait dans le tout début de la vidéo, bah, ses yeux deviennent ce qu'il filme en fait. Aussi, on remarque des détails qui semblent indiquer que quelqu'un avait déjà été sur les mêmes chemins que notre protagoniste. Genre cette armoire. Bah, le mec d'avant, en fait, on voit, en fait, je pense qu'avant, il y a un mec qui est tombé exactement dans les mêmes backrooms, qui a fait quasiment le même chemin que lui, et qui a survécu aussi, pareil, aussi longtemps, et qui est certainement mort de faim. Mais alors, le truc qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas retrouvé son cadavre. Parce qu'on voit bien que la maison de faim, en fait, elle est déjà habitée. Mais où est passé ce mec en fait? Tu finis par comprendre qu'elle était peut-être là pour empêcher à la créature de te poursuivre et que quelqu'un s'est déjà retrouvé en face d'elle. On te montre un endroit qui a l'air d'avoir des règles, mais qui ne sont juste pas accessibles ou compréhensibles pour quelqu'un d'humain. Et pour moi, cette vidéo représente également ce que Kane Pixels a envie de faire de ces backrooms. Où est-ce qu'il a envie de les amener à présent? On voit le complexe devenir plus hostile, essayer de reproduire avec de plus en plus de détails une architecture humaine, architecture qu'elle ne comprend pas et qu'elle semble piocher à la réalité, comme cette maison. Ce que cette vidéo montre dans le lore de Kane Pixels, c'est l'évolution de l'intelligence du complexe qui semble avoir en effet une conscience. Si avant dans d'autres vidéos ses créations étaient grotesques et parfois absurdement difformes, ici son architecture est de plus en plus compliquée. Le complexe a de plus en plus de contrôle et son infection par la moisissure la corrompt peu à peu, détruisant de plus en plus la réalité sur son passage. Alors pourquoi je vous montre cette vidéo en particulier? Outre le fait qu'elle est brillante et qu'elle montre tout le talent de Kane qui fait toujours toutes ses vidéos en 3D sur un logiciel de modélisation, encore une fois ce mec est un monstre de talent, et bien la raison pour laquelle j'en parle c'est que cette vidéo a fait 4 millions de vues. C'est tout. Franchement les gars elle mérite beaucoup plus. Hein. Elle mérite beaucoup plus. 50 minutes de vidéo sur les backrooms, ça mérite au moins 10 millions de vues. C'est 60 millions de moins que la première qu'il a fait. Alors qu'elle est vraiment mieux que la première, hein, et qu'il y a beaucoup plus de travail. Qui est tellement moins bien. Alors je sais que cette première vidéo elle est sortie il y a beaucoup plus longtemps. Et que en soi c'est une suite, donc c'est normal que ça fasse moins de vues, je comprends. Quand même 60 millions de moins quoi. Les gens savent que Kane Pixels est brillant, mais les gens n'ont pas tous creusé pour le suivre dans son projet des backrooms, au fur et à mesure que le sujet quittait les pensées. Et il y a peut-être une possibilité que tout change lorsqu'il va sortir son film, qui va probablement recréer un engouement. A24 autour des backrooms, mais en vrai c'est surtout probable que ce sera pas le cas. Hein. On dirait que les gens sont beaucoup moins intéressés par les backrooms en ce moment. Et... Bah en vrai demain il y a un film backroom qui sort. Dites-moi, vous allez le voir ou pas? Franchement, moi je vais le voir. Enfin je vais le voir, je pense que je vais le voir avec vous. Je vais faire un réact dessus. Mais après l'action de payer, ouais je sais pas. Parce qu'il y en a, vous êtes un peu des pirates. Il y en a, vous aimez bien attendre que ça... En vrai, si ça arrive sur Netflix, au calme, tu vois. Au calme. Faut qu'ils le mettent sur les plateformes de VOD, faut pas qu'ils le mettent... Et ça, bah, vous le saviez déjà. Lorsque vous avez vu cette vidéo dans vos recommandés ou en notification, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont bien soufflé. Là, je le sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo sur les backrooms, il y a plein de gens qui m'ont dit « T'es sûr ?»
On m'a dit que tu retravaillais sur une vidéo sur les backrooms. 100% vrai, en effet. Quoi, mais encore des trucs à dire là-dessus? En fait, pour moi, il y a une infinité de choses à dire dans les backrooms parce que tu peux imaginer une infinité de scénarios. Donc, franchement, ce sera un peu le The Last Dance, le film. Après, c'est fini. Hein. Est-ce que c'est de la faute de Kane Pixels? Parce que lui, Barça 3-2. Vas-y, je vais regarder le résultat après, mais il s'est passé quoi encore là? une énorme explosion autour du sujet. Tout le monde s'est Comment ça? inspiré, tout le monde a vu ces vidéos-là. Donc est-ce que c'est de sa faute? Non. Non, on a vu, le mec est talentueux. Non, le problème, c'est plutôt ce qu'Internet a retenu des vidéos de Kane Pixels. C'est devenu un peu quoi? C'est devenu n'importe quoi? Mais ça va pas te dire ça. Bon, j'avoue, les trucs, les documents scientifiques et tout à droite à gauche, j'avoue, on comprend pas tout. On comprend pas tout. Mais les phases où tu suis un survivant dans les backrooms, ça c'est banger. On va arriver dans la partie de la vidéo qui va être moins sérieux et peut-être un peu plus drôle. Il y a un moment où les choses ont pris un tournant bizarre et ça a été en vrai assez graduel. En gros, d'abord il y a eu les copies de Kane Pixels, des vidéos en 3D dans un style similaire sur d'autres chaînes YouTube, parfois très bien faites, parfois moins bien faites. On dirait une cinématique Roblox. Mais qui ont commencé à pulluler de partout. C'est quand t'arrives sur des serveurs, là, les petits serveurs un peu sombres. Sur YouTube, puis ensuite TikTok. Et plus ces vidéos se sont multipliées, plus 2-3 trucs sont devenus évidents. D'abord, les gens ils ont arrêté de penser à cette image quand ils pensaient au backroom. Voilà, cette image iconique, voilà. Les gens ils ont arrêté de penser à ça, ils ont commencé plutôt à penser à ce costume. Et ensuite, le deuxième truc que ça a révélé, c'est que plus un sujet est populaire, plus Internet a tendance à tout mélanger. Et quand tu mélanges trop de trucs, c'est difficile de sentir la solitude qui est censée t'inspirer les backrooms. Et pour voir ce que je veux dire, parlons du monde étonnamment gigantesque des jeux sur les backrooms. Ah oui, clairement, hein. Je crois qu'on les a quasiment tous fait. Le 20 novembre 2024, j'ai fait une décision financière de merde. Je me suis dit que j'allais acheter la totalité des jeux backrooms que je ça va, il y en a quand même quelques-uns qui sont gratuits. pouvais trouver et jouer à chacun d'entre eux. Ah ouais, J'en ai hein. eu pour 129 € environ et écoutez-moi bien, c'était vraiment naze. Voilà. La majorité puait du cul. Je les ai testés en live pour la plupart et en vrai, en live, je voulais pas être trop méchant. C'est des jeux faits par des indépendants et c'est clair que beaucoup d'entre eux ont été faits avec au moins un peu Il a même fait Skibidi Backroom. d'amour. Mais Je crois vraiment, qu'on y a joué peut-être 1 minute 30. une énorme quantité de ces jeux ne méritait pas d'être payant. Alors avant de commencer à expliquer pourquoi, j'ai des goûts en termes de jeux d'horreur un peu différents de la norme. Pour un jeu backroom idéal pour moi, par exemple, je trouve qu'il est essentiel que ce soit un jeu où il ne se passe pas grand chose, où l'environnement est gigantesque et où la peur vient de l'immensité de l'endroit et du fait qu'on s'y perd. J'aimerais très peu de menaces concrètes, comme ça quand elles arrivent elles sont impactantes, mais il est essentiel d'errer seul et de se sentir seul. Ce que je veux dire... Ouais, je suis d'accord avec lui, mais bon, vas-y, c'est bien quand il y a des happenings, des trucs qui se passent quand même, parce que sinon, bon, on se fait un peu chier. C'est que j'ai pas peur de m'emmerder un peu. Voilà, je trouve que ça peut être un jeu un peu hypnotique dans lequel on se perd et qui va pas forcément parler à tout le monde, mais que si t'es sensible à l'idée de te perdre, peut être sympa. Et en vrai, c'est très charitable de ma part, car vraiment je comprends les gens qui disent que les jeux sur les backrooms sont hyper ennuyeux. Le problème des jeux sur les backrooms que j'ai vus, c'est d'abord qu'ils sont quasiment tous segmentés en niveaux. On l'a Du coup, fait leur celui-là. structure est linéaire, et on peut du coup jamais s'y perdre, dans un univers où le concept c'est de se perdre. Vous comprenez le problème de faire des niveaux ou pas? Je sais que beaucoup de gens ont aimé Escape the Backrooms, mais moi j'y vois une fusion un peu bâtarde entre l'univers de Kane Pixels et le modèle 3+. Ça fait des niveaux où je trouve le gameplay hyper lourdeau, on ne peut pas se perdre car tout est à faire dans un ordre précis, les entités sont présentes en trop grosse quantité et ça imite bien le problème qu'on voyait déjà sur le wiki. On n'est jamais vraiment seul et les gens sont plutôt fascinés par les entités qu'il y a dans les backrooms et pas les backrooms elles-mêmes. C'est l'architecture qui est importante, pas ce qu'on y trouve en réalité. Ou alors ce qu'on y trouve peut être impactant si c'est en petite quantité, quoi. Ensuite, il y a tous ces jeux où on est pourchassé par ce truc. Ce truc, qui est censé être l'entité de la première vidéo de Kane Pixels, c'est tout ce que certains ont retenu pour essayer de créer une menace et un gameplay à la Slender. J'ai joué à une... En vrai, il est en train de détruire tous les jeux qu'on a fait. Hein. quantité de jeux. On a quand même, on s'est quand même tapé des barres sur les jeux backroom. On boit des litres d'eau d'amande en échappant à ce bonhomme trombone, c'était fatigant. Voilà, nous, on a bien On aurait dit que rigolé. la plupart de ces jeux essayaient d'être soit une série de niveaux, soit un clone de Slender, soit un clone de SCP, soit une compilation de clichés de jeux d'horreur des années 2010 vaguement inspirés par Pity, où on se déplace dans une ligne droite définie et où on attend juste que le développeur nous mette un énième élément d'horreur déjà vu. Ça a complètement ruiné certains jeux dont je trouvais l'esthétique peut-être intéressante si elle était bien développée. Je
pense à The Backrooms 1998 que j'ai trouvé vraiment pas bien. Enfin, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas aimé ce jeu. J'ai même dis que c'est de la merde, frère. C'est. Vas-y, personne va le choper, hein. énervé ici, mais c'est parce que Faut dire les termes, hein. ces jeux m'ont coûté de l'argent. J'aurais été plus tendre si c'était gratuit, mais il y a des jeux qui sont assez particulièrement insultants. Backrooms Escape Together, auquel j'avais joué en live avec Antoine Daniel et Mintos, j'ai trouvé que chaque niveau était soit infiniment chiant, soit à l'opposé total de ce que les backrooms sont censés être. Mais on avait grave rigolé, nous, sur le jeu. Genre ce niveau où pour je ne sais Après, j'avoue, il y en a, les mecs, il y a juste marqué backroom et ils te le font payer 10 balles et ils veulent surfer sur la hype, en fait. quelle raison tu te retrouves dans l'étage course d'obstacles ou encore dans ce passage qui est un plagiat du jeu LiDAR.exe et Scanner Sombre, qui sont des jeux très sympas et c'est pas trop un problème de s'inspirer, beaucoup l'avaient fait. Mais le fait de faire une version Backrooms de ce type de jeu avait déjà été faite par un youtubeur quelques temps avant, donc voilà quoi, c'est doublement pas très inspiré. Il y a par contre quelques jeux que j'ai trouvé intéressants, des jeux qui m'ont un peu parlé de par leur esthétique et leur ambiance, et même si c'est pas exactement le truc parfait, moi comment je vois cet univers, ça reste assez brillant. Ah, attends, ça tier list de jeux backroom. Attends. Genre par exemple j'ai trouvé Backrooms Rec un poil au-dessus de la moyenne, il a l'avantage d'avoir des idées et de proposer des environnements où on a vraiment l'illusion de se perdre alors qu'on suit un chemin en vrai assez précis. On l'avait fait avec le maître celui-là. Ensuite on a le jeu Within the Backrooms, qui est un jeu peu intuitif et pour le coup la première fois que j'y ai joué j'ai pas compris. Le jeu te met dans une série de couloirs des backrooms avec cette esthétique rétro, il y a quelques interactions rigolotes, des salles étranges comme cette énorme pièce avec en son centre un ordinateur, mais en live j'ai pas trouvé comment avancer et j'ai donc considéré que c'était tout, et que le jeu était charmant mais un peu décevant. Et en fait le jeu est beaucoup plus long que ce que je pensais. Et il t'amène dans des tonnes d'environnements au graphisme rétro très charmant, et c'est en vrai très immersif et hyper déroutant. Et même si c'est pas un jeu qui fait très backrooms, ça les utilise pour faire quelque chose de vraiment différent et de sympa. En vrai j'ai bien aimé ce jeu. Et enfin les deux jeux backrooms qui ressemblent le plus à ce que selon moi devrait être un jeu backrooms, c'est les deux jeux de Complex. Le premier des deux, The Complex Found Footage, qui est gratuit, et The Complex Expedition qui lui est payant. Et en vrai les deux sont très bons, même si j'ai un peu plus d'affection pour celui qui est gratuit, parce que le deuxième est plus abouti mais peut-être pas assez pour justifier son prix je trouve. Et franchement les deux sont très très bons, hein. L'ambiance est folle, l'atmosphère et les graphismes sont très impressionnants et on a vraiment l'impression de se perdre dans les backrooms. J'essaye pas d'aller dans une direction qui est logique. Juste le jeu m'y guide en me donnant l'impression que je me perds. Le jeu est quand même segmenté un peu en niveaux, mais c'est fait d'une manière qui est en vrai assez maligne. Et malgré cette structure linéaire, on a quand même des espaces qui sont suffisamment grands pour s'y perdre. Et en vrai, ça marche super bien. Je me souviens avoir eu peur à un moment d'un meuble, juste parce que la tension que ça procurait de se balader dans des environnements redondants comme ça était efficace. J'ai eu peur. On n'a pas la même définition de la peur, hein. C'est vraiment, il a eu un temps d'arrêt, il a regardé, il a fait « Mais attends, mais c'est un meuble en fait !» Peur alors que c'est une chaise. Ce qui manque à ces jeux, c'est peut-être une grosse frayeur. Un élément qui top. Attends, moi j'aimerais bien, j'aimerais bien voir sa page Steam à Feldup, les gars. Pour voir c'est quoi les jeux qu'il consomme, même ces jeux d'horreur en fait, les jeux qui l'ont fait frissonner. Lui, Outlast, il a pas bronché. Il a limite rigolé, genre. Car en vrai, j'ai trouvé qu'une fois sur deux, les éléments d'horreur qui étaient intentionnels avaient l'air un peu bancal. C'est plus des jeux qui montrent un énorme potentiel. L'atmosphère est brillante, et si vous aimez ce type de jeu, vous allez kiffer. C'est vrai que je trouve par contre que c'est un poil court et l'horreur n'est pas encore assez gérée. Et c'est tout. Les autres jeux backroom auxquels j'ai joué m'ont soit ennuyé, soit déplu. Un peu, voire même beaucoup. À côté de ça, il y a 2-3 jeux avec une esthétique liminale que j'ai trouvé sympa. Des jeux d'exploration où il se passe pas grand chose, que je trouve assez reposants, comme par exemple Dreamcore, même si j'ai l'impression qu'en vrai si tu cherches bien, il y a moyen de bien flipper, ou alors le très bon Anemoia Police, qui a l'avantage d'être un des premiers jeux avec ce type d'esthétique à avoir été développé. Mais alors pourquoi il y a autant de jeux backroom ? C'est parce que les développeurs ont vu que le jeu Escape the Backrooms a eu un succès en vrai assez massif, surtout sur Twitch. Et ce succès il a été tellement vénère qu'il y a eu des tonnes de gens, particulièrement des plus jeunes, qui ont commencé à penser que les backrooms, c'était le truc qu'on voyait dans le jeu. C'est difficile à mesurer, mais la surabondance du jeu sur Twitch, VOD et autres let's play, le côté jeu en multi qui le rend très propice à faire des clips, tout ça, ça a fini par solidifier que l'esthétique des backrooms, c'était des bonhommes en jaune qui sautent partout. Si tu regardes... T'es en train de dire que c'est notre faute. Que si les backrooms... T'es en train de dire que les backrooms c'est devenu un truc de kikou en fait. C'est devenu un truc de kikou à cause de nous. Sur Google Trends et que t'essayes de comparer le terme Escape the Backrooms avec Kane Pixels ou encore Backrooms Found Footage, voire même Backrooms... C'est à cause de moi qu'il n'y a plus les backrooms.
La mort des backrooms, c'est de ma faute. Game, tu réalises que C'est de la celui-ci a faute. tout Non. écrasé sur son passage. Oh Et un non. des problèmes de ce jeu, selon moi, c'est qu'il mélange beaucoup. C'est comme s'il voulait caser le plus possible de références à toutes les versions de cet univers. Sauf que ça lui donne une atmosphère un peu informe, comme s'il essayait de mélanger le style de Ken Pixels avec le concept d'étages de toutes les sortes, ce qui finit par avoir l'air hyper confus. Et comme ce jeu a eu cette explosion, voilà, et qu'il a fini par même surpasser un peu la popularité de Ken Pixels, le contenu sur les réseaux, il a commencé à partiellement refléter son modèle, c'est-à-dire le modèle où on mélange tout. C'est devenu beaucoup plus enfantin, et surtout c'est devenu une blague. Bon, après, voilà, c'est... Qui va prendre premier degré, cette vidéo-là? C'est drôle. Shrek in the Backroom, bon voilà, il y a un peu de troll. Bonhomme en jaune SCP, il y avait bien des trolls aussi. parc, les bonhommes en jaune qui font du foot, une multiplication des entités grotesques en tout genre, c'est devenu un peu un mélange de tous les types d'horreurs en vogue depuis 20 ans. Ça pique chez SCP, Voilà. Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime, l'esthétique liminale, Dreamcore, Weirdcore, Cursed, le mascot horror, c'est devenu informe. Bon, pour les puristes, ils doivent péter les plombs. C'est devenu une blague. Et malgré ça, il y avait quand même toujours des contenus qui étaient faits par amour, qui étaient très intéressants sur le sujet. Des tonnes de gens qui s'inspiraient de Ken Pixels pour faire leur propre histoire, et qui en vrai se démerdent super bien avec de bonnes idées. Et la vidéo d'Inoxtag sur les backrooms là, Oula. elle est pas mal du tout. Ah. Moi, c'est vraiment pas comme ça que Il je a vois pas cet voulu se mettre dans univers. la merde. Mais pour une vidéo s'apparentant à du fit and fun au premier abord, c'est très bien fichu, et surtout tu vois dans le making of une énorme volonté de bien faire. Au-delà d'une sorte d'hommage de ce que Inox et sa team voient dans les backrooms, c'est aussi un hommage à l'horreur d'internet. Ce qui en vrai reflète assez bien le fait que l'horreur des backrooms était en train de piocher un peu partout, mais en vrai ça donne un côté très sincère à la vidéo qui m'a pas dérangé du tout. Moi personnellement, je n'aurais pas fait ça comme ça, surtout le placement de produit pour AirUp, j'aurais pas fait de cette manière-là. Mais c'est un très bon boulot. Bravo Inès. Et maintenant, expliquez-moi pourquoi Inoxtag a fait un meilleur boulot que American Horror Story. Ah, parce que il y a eu un épisode backroom là-dessus. Alors j'ai jamais regardé concrètement American Horror Story, on m'a dit que Je c'était savais très même bien, pas. mais j'ai déjà entendu parler de leur série American Horror Stories, qui fait des mini courts-métrages d'horreur. Aucun d'entre eux n'a de lien les uns avec les autres, c'est juste des petites histoires. Le 9 mai 2023, j'ai appris qu'ils voulaient faire un métrage D'accord. sur les backrooms. J'ai donc réagi sur Twitter en disant que ça allait être bien mid, en pensant que c'était la take la plus froide du monde, et je me souviens qu'on m'a insulté d'aigri. Et quand c'est sorti, bizarrement, personne est venu en message me dire « T'as vu, c'était trop bien ». Parce que personne n'a aimé. Parce que ouais, c'est sorti et je l'ai vu récemment et c'est le pire truc lié au backroom que j'ai vu jusqu'à maintenant. Quand vous pensez au concept des backrooms, quels sont les premiers thèmes qui vous viennent à l'esprit ? Si vous avez pensé tout de suite à relation père-fils, très mauvais scénario de thriller et secte avec des masques et zone dans laquelle tu vas quand tu te sens coupable d'un truc, vous existez apparemment mais vous êtes juste une seule personne. Je me souviens de l'avoir regardé avec un pote. What? Mais ça n'a strictement rien à voir avec les backrooms. On était sidérés à chaque minute. Tous les dialogues étaient archi mauvais et chaque décision était abominable. Et d'ailleurs, dans ce truc-là, le côté backrooms infini, etc., c'est montré qu'une seule fois. Le reste du temps, les backrooms, c'est genre une pièce. Il y a peut-être 2-3 personnes qui ont apprécié le machin. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Et en fait, tous ces projets, tous ces efforts, ça a commencé à éloigner dans la tête des gens ce qui avait tout lancé à la base. Cette image. Et la vérité, c'est que cette image, elle avait une force de fou. Tout le concept des backrooms, c'est de dire qu'il existe une réalité alternative dans laquelle on peut tomber à n'importe quel moment. Et le truc, c'est que pendant des années, l'origine de cette image, peu importe les quantités de recherche sur le sujet, était complètement inconnue. Le fait que personne ne sache d'où vient cette image, ça a donné une aura de fou aux backrooms. Ça leur donnait une atmosphère de mystère qui dépassait même les confins de son univers. Le fait qu'on ne trouve pas cette image assurait au moins que les backrooms allaient rester au moins un sujet de discussion dans la niche d'internet. D'une manière ou d'une autre, elles allaient survivre. Parce que personne ne les trouvait. Sauf que l'année dernière, il s'est passé un truc très drôle. L'année dernière, en fait, il y avait un jardinier qui était là, à la défense, tranquillement, en train de cisailler des haies. Il a levé la tête, il s'est dit, mais attends, j'ai déjà vu ça quelque part. Et voilà, fin des backrooms. Jusqu'à l'année Il n'y a plus de dernière, mystère. l'origine de cette image, c'était un lost media. C'était un média perdu, on ne savait pas d'où ça venait. Et si vous connaissez ma chaîne, vous savez que les Lost Media, c'est un milieu où la recherche est prise très au sérieux. Et quand les fans de Lost Media ont vu cette image, qu'ils ont vu tout ce qu'elle a engendré, qu'ils ont vu son aspect mystérieux, le manque d'infos et de contexte, eux, ce qu'ils ont vu, c'est un énorme challenge. Quiconque retrouverait d'où vient cette image deviendrait une légende. C'était un des Lost Media les plus convoités d'internet, et la recherche a pris des formes incroyables.
J'avais rarement vu ça. Il existe un document qui compilait les avancées de la recherche et c'est fascinant à lire. D'abord, la recherche de cette image, il faut expliquer à quel point elle était inespérée. Elle avait été postée, à notre connaissance, depuis l'année dernière que 2 fois sur internet. Et à chaque fois, c'était sur 4chan. Et 4chan, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un site où tout est anonyme. Mais aussi un site où, au bout de quelques jours, ton fil de discussion disparaît. Et il est archivé que si les gens ont voulu l'archiver. Et souvent c'est mal archivé, c'est-à-dire qu'il manque des informations dans les archives. Et les 2 fichiers images des backrooms qu'on a pu trouver dans des archives 4chan avaient toutes les 2 un nom différent. Le fichier avait un nom différent, indiquant que ce n'étaient pas des images originales, mais des copies d'une autre image qui existait déjà. Donc je répète, ça veut dire qu'on n'a même pas l'image originale. On a une version compressée, et donc on ne peut pas faire de recherche inversée sur internet. On ne peut pas essayer de chercher cette image, parce qu'on n'a pas le bon fichier. Cette image, elle est aussi profondément banale. Enfin, en vrai, elle l'est pas, mais ce qu'elle montre, c'est-à-dire une pièce vide, ça c'est banal. Et sur internet, trouver une image spécifique de pièce vide, c'est quasiment impossible. Le fait que tout est anonyme fait qu'on n'a personne à contacter, et donc c'était peine perdue. Pendant des années, des gens ont spéculé, pensant d'abord à une annonce qui s'est retrouvée quelque part sur internet. Il y avait aussi des rumeurs qui disaient que c'était l'arrière d'un magasin de la marque Sears. Des gens ont sorti aussi cette image en disant que c'était probablement le lieu où avait été pris la photo, jusqu'à il y avait des pièces jaunes. C'était un véritable bordel. Puis après, il y a des gens qui ont commencé à s'organiser. Ils ont regardé la photo, mais genre vraiment regarder la photo. Mais vous avez que ça à faire. Là, avec tout le respect, hein, voilà, c'est incroyable ce que vous avez fait, mais... quand les gens ils veulent retrouver quelque chose, ils y mettent de la bouteille, hein. Marquer chaque élément possible, essayer de déterminer le type de lampe utilisée, ils ont essayé de mesurer la taille de la pièce, dézoomer pour essayer de comprendre la géométrie de l'espace, ils ont cherché des infos sur les papiers peints, les caméras utilisées, essayer de dater la photo avec des éléments qu'on trouvait dedans, essayer aussi de la placer géographiquement en fonction des conventions de construction et des lumières, puis ça a mené à rien. Du moins à pas grand chose quoi. Puis l'année dernière, il y a un utilisateur nommé Sam Elliott qui va un peu analyser le nom du fichier image trouvé sur le post de 2018, c'est-à-dire le premier, pas celui qui a donné naissance au mythe des backrooms, mais le premier le plus vieux qu'on connaissait, et il va spéculer que cette image se déplaçait déjà sur 4chan autour de 2012 en regardant un peu le formatage du nom du fichier. Il va donc passer un temps fou à écumer des milliers et des milliers d'archives 4chan datant d'entre 2010 et 2012 en cherchant une image qui fasse 640 pixels par 480 et qui pesait 62 kilobits. Vous vous dites déjà que c'est concrètement chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais maintenant dites-vous que toutes les archives, et je dis bien toutes les archives 4chan de cette période-là, sont cassées. Et que donc seules quelques informations corrompues et... informations sont disponibles sur celle-ci. Mais les images de cette époque, des archives de cette époque, ne sont quasiment jamais visibles. Elles n'ont jamais été archivées. Donc ce mec va chercher des images pendant des heures et spéculer lesquelles pouvaient être un repost de l'image des backrooms uniquement avec des informations de contexte. Et ensuite il va prendre tous les potentiels posts qui pouvaient contenir cette image et les mettre dans une liste en espérant que des gens savent quoi faire d'une liste d'images impossible à lire et perdues. Et là, ça va pas la tête, hein. Une autre personne qui va arriver dans l'équation, c'est une utilisatrice du Discord de recherche qui s'appelle Serara, qui va regarder cette liste de posts et elle va avoir une idée. Sur internet, il existe un truc qui s'appelle un code hash, ou image hash. C'est un code qu'on va associer à une image qui est unique à un fichier et qui sert à identifier une image de site en site. Donc Serara va analyser chacun de ces threads envoyés par Sam Elliott et chercher lesquels avaient des image hash associés. Elle va ensuite prendre ces hash et chercher dans plein d'archives 4chan si d'autres posts avaient des hash correspondants en espérant tomber sur un thread où l'image était encore disponible. Elle va passer plus de 150 heures à faire des recherches. 150 heures, j'ai même pas ça sur MHWise, les gars. À lancer des programmes pour comparer ces codes hash et à un moment, alors qu'elle commençait à ne plus y croire, elle va avoir un résultat positif. Une archive d'un site compilant des archives de 4chan appelé 4plebs sur le board de 4chan dédié à la télévision. Oh! Bingo. Elle a bien bossé, hein. On venait de trouver un post de l'image des backrooms datant de 2011. C'était incroyable, enfin une avancée. Et donc peut-être qu'on avait enfin accès à une image non compressée, une image originale de l'image des backrooms. Ça se trouve, cette image elle-même était compressée, en fait elle était prise sur un caméscope qui date d'une vidéo de base qui a été divulguée en 1994. Évidemment, elle n'a pas été archivée. Mais alors qu'on pourrait baisser les bras, un détail était important. Oh le flop. Le nom du fichier. C'était pas le même que les 2 autres fois où l'image avait été postée. Oh le flop.
DSC00161. Un DSC, c'est quoi? C'est pas un fichier. Non, je sais pas ce que c'est. 61.jpg. Ça vient de quelle cam, ça? Et ce nom, il n'est pas anodin du tout. DSC00161, c'est un titre d'image au format DSC et c'est exclusivement utilisé par des caméras digitales de la marque Sony. Donc des gens vont se mettre à chercher le nom du fichier sur internet, sur des banques d'images, des réseaux sociaux, des sites de location, etc., etc. Et alors que tout le monde cherchait, un utilisateur du nom de Perditus Redux va avoir l'idée bizarre de chercher ce nom sur Twitter et non pas sur d'autres endroits plus logiques. Et il va tomber sur un truc incroyable. Uploaded from the source image here. 2002. Quelque part sur Twitter, il y a un utilisateur du nom de RKFG-me qui le 19 mai 2019 avait trouvé le fichier source. Et c'était passé. Donc le mec, il avait déjà... Ouais, il avait des années d'avance en fait. Inaperçu. Parce que les gens cherchaient pas à cette époque-là. Au tout début de l'expansion des backrooms, quelqu'un avait trouvé l'origine du truc. Une des clés de la solution de l'image était sous notre nez. Et personne ne l'avait vu. Si on clique sur le lien de son tweet et qu'on le met dans la Wayback Machine, on trouve l'image originale des backrooms. Et cette image est donc bien l'original. Et donc, si on a l'image originale, l'étape suivante est plus que simple. Ah, il avait speedrun le bail en fait. Le site d'où vient l'image, hobbytownoshkosh.com, on va sur Wayback Machine et on va le plus loin possible en arrière pour trouver des infos sur le business qui a créé la photo. Les gens vont se rendre compte qu'il s'agissait d'une entreprise, plus particulièrement d'un magasin qui fait partie d'une chaîne de magasins, appelée Hobbytown. C'est une chaîne qui est dédiée à créer des milieux communautaires, événementiels et des points de vente centrés sur des hobbies très particuliers. Et en l'occurrence, celui de la ville d'Oshkosh au Wisconsin, à qui appartenait ce site, a une branche de ses activités centrée C'est fou internet quand même, hein. sur le hobby des voitures télécommandées. Vous sentez bien le truc qui va ruiner le mystère des backrooms, voilà. Vous le sentez venir. Les gens du Hobbytown de la ville de Oshkosh construisent... Non, les backrooms, ça peut pas être ça, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible, il y a tout qui tombe au lambeau, là. Des circuits ou des passionnés. Tu vois, le gamin, il est là avec sa petite manette télécommandée, là. Wouh, peuvent organiser des courses de voitures téléguidées, des concours et acheter des pièces pour en créer soi-même. Sauf que si on va dans les archives du site, qu'on retourne à peu près en 2006, qu'on clique à gauche sur RC Racing et qu'on reclique à gauche sur Revolution Raceway, on tombe sur une page du site datant au plus vieux du 2 mars 2003. Cette image parle d'un projet de circuit pour voitures télécommandées appelé le Revolution Raceway, qui était en voie de construction. Et on remarque qu'aucune image n'a été enregistrée sur cette page, à l'exception de 2 images. Et c'est comme ça que le 30 mai 2024, l'utilisateur Xaft a trouvé le lieu et la date où avait été photographiée l'image des backrooms. Comme par hasard, c'est un weeb, les gars. Le 2 mars 2003, aux États-Unis, dans le Wisconsin, dans la ville de Oshkosh, dans le Hobbytown, au 807 Oregon Street. Holy shit, oh my god, OMG, you find a real backroom. Et là, tu mets le gamin qui est là. Oh my words! OMG, backroom! La première récompense de ceux qui ont fait les recherches, c'était d'avoir une deuxième photo de ce à quoi ressemblaient les backrooms à l'époque. Mais sur le moment, beaucoup de gens étaient très frustrés de savoir que énormément d'images n'avaient pas été sauvegardées lors de l'archivage. Sauf que quelques temps après, des gens ont contacté Bob Mazza, qui est le gérant du Hobbytown de Oshkosh. Et celui-ci a partagé un max. Le pauvre, tu sais, il savait même pas qu'il y avait un délire, qu'il y avait une giga communauté qui avait été créée à cause de cette photo. Il a reçu plein d'appels en mode ouais, les backrooms c'est chez vous? What the fuck are you doing, bro? What are you talking about? D'informations et plus d'une centaine de photos nous montrant l'intégralité du bâtiment lorsque celui-ci était vide aux alentours de 2002. Il donne également ils vont faire un jeu backroom, ils vont l'appeler Backroom Origins, ça va être ça. D'autres informations, des archives du site et même l'appareil photo qu'il a utilisé pour prendre chaque photo, c'est un niveau de backroom. Il n'y avait plus aucun mystère. Chaque photo. Et vous pouvez scroller dans ces photos et vous balader à l'intérieur du bâtiment qui, un jour, deviendra l'un des plus mythiques de l'histoire d'Internet. C'est incroyable comme histoire. C'est faire un urbex là-bas la nuit, genre. Une histoire de Lost Media que je trouve sensationnelle. Mais quand j'ai appris ça, quand j'ai appris que les gens avaient retrouvé enfin l'origine de l'image des backrooms, j'ai eu peur que ce soit le dernier clou dans le cercueil de cet univers. Ce mystère pouvait les maintenir en vie, les backrooms. Et si le contenu autour de cet univers est aujourd'hui moins intéressant qu'avant, on pouvait au moins se rassurer en se disant que ça allait pas partir car il restait toujours ce mystère. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu peur que les backrooms soient mortes.
Est-ce qu'on peut répondre à cette question finalement? Est-ce que les backrooms sont vraiment mortes? Eh bien je pense avoir trouvé une réponse à cette question, et elle tient dans un détail qui m'a fait tiquer. Il y a quand même beaucoup de gens, encore aujourd'hui, qui s'inspirent du style de Ken Pixels pour faire leur propre version des backrooms. J'ai même trouvé de super vidéos du youtubeur Kaufman qui fait des vidéos sur les backrooms situés dans des années nostalgiques, comme 2005, 2002, etc. et qui essayent non pas d'imiter une esthétique VHS, mais une esthétique digitale du début des années 2000, avec des idées hyper créatives de bugs de l'espace. Oula! Des environnements fascinants. C'est super stylé. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais déjà vu ça. Pas les vidéos, mais ce truc-là, ce phénomène. L'idée de s'inspirer d'une série qui change tous les codes de l'horreur sur YouTube pour refaire à sa sauce le même format pour raconter autre chose. Il y avait des indices un peu partout dans la vidéo, mais je pense que les backrooms sont le nouveau Slenderman. Et c'est un truc de fou à quel point ça colle bien. Bah non mais... Mais oui. Ouais mais c'est évident. Mais pour moi c'était évident en fait. Genre j'ai pas... Là il nous a lâché ça comme si c'était un tapis, mais les gars c'était évident. Quand Slender c'est arrivé, c'était un gros phénomène de mode. Quand SCP c'est arrivé, c'était un gros phénomène de mode. Bah c'est... Ouais c'est le même délire quoi. En vrai tu peux même faire un Slender backroom hein. Moi je sais que ça m'a pas mal retourné le cerveau. Quand il y avait Slender et que tout le monde cherchait les origines de Slender, les gens ils comprenaient pas d'où ils sortaient, pourquoi on devait aller chercher des pages et tout. Quand j'ai eu cette idée en fait, mais ouais, clairement les backrooms c'est le nouveau Slenderman. Les backrooms et Slenderman c'est deux creepypastas qui ont pour origine une image, à laquelle on associe une courte histoire facile à diffuser. Les deux sont dans des esthétiques en vogue à l'époque. Pour les backrooms c'est l'esthétique cursed et liminale. Pour Slenderman c'est la creepypasta de monstres dont un représentant était notamment le Rake. Des tonnes de gens au début vont construire à partir de cette image et cette histoire et rajouter leurs éléments au lore, raconter leurs histoires avec des nouvelles images et lentement le même va se propager dans une niche. Puis quelqu'un va créer une série sur YouTube. Une série novatrice sur énormément de points qui va changer drastiquement la manière de raconter l'horreur sur internet et qui va devenir virale. Pour les backrooms, c'est la série de Ken Pixels. Pour Slenderman, c'est Marble Hornets. Une série qui, certes, a commencé 10 jours après les premiers montages photos, mais qui va devenir un phénomène viral dans les 2 ans après ses démarrages. Alors que le phénomène se propage, des tonnes de créateurs indépendants vont s'inspirer des créations de cette série qui définitivement est en train de changer les codes de l'horreur sur internet et qui devient virale à cause de ça. Pour les backrooms, on a tous les gens talentueux qui ont créé leur propre version des backrooms dans un style Ken Pixels, et pour Slenderman, on a toutes les séries du Slenderverse. Des tonnes de séries qui s'inspirent de Marble Hornets pour raconter en found footage la descente aux enfers d'un personnage principal qui tombe sur la créature. Et dans les deux cas, c'est des gens talentueux qui s'approprient les codes pour faire des versions moins virales de la série de base, mais tout aussi importantes. Moi je le trouve mignon comme monstre. Pour le développement de la créature. Puis dans les deux cas, à un moment, il y a un développeur de jeux vidéo qui va tomber sur la série, qui va être inspiré et qui va créer un jeu moyen, mais qui a des mécaniques très mémorables et qui s'inspire très ouvertement de la série, mais aussi un peu des créations de fans sur internet. Pour les backrooms, on a Escape the Backrooms qui utilise ouvertement toutes les idées de Ken Pixels, mais qui insuffle le modèle 3+. Pour Slenderman, on a Slender the 8 Pages qui incorpore plusieurs lieux. C'est celui-là que j'avais fait quand j'étais petit. De la série Marble Hornets, le tunnel, l'hôpital et la forêt, et surtout qui il y a même une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus. Le concept des pages qui avait été inventé par Marble Hornets, mais en gardant un Slenderman avec des tentacules, ce que la série Marble Hornets a toujours refusé de faire. Dans les deux cas, le jeu il va devenir très célèbre et il va être joué par toutes les célébrités du moment sur internet. L'un s'est propagé à travers des let's play et l'autre en stream, et ça va mainstreamiser le phénomène et créer plein de copies de ces mêmes jeux. Après ça, le phénomène va dépasser internet, et le tout va devenir par la force des choses et par effet de surexposition un énorme mème, une sorte de blague. Le truc ne fait plus vraiment peur et les gens s'en moquent. Puis après ça, le temps passe. Et pour les backrooms, on ne sait pas c'est le même cycle en fait. Qui arrive. Mais pour Slenderman, s'il ne fait plus aussi peur qu'avant, il est dans l'inconscient collectif. Dans la vidéo d'Inoxtag, ça parle du Slenderman. On voit le Slenderman, alors que Inès, comme moi, il avait 7 ans quand le mythe a commencé. Internet a, par la force des choses, créé un mythe qui s'est propagé et maintenant c'est un élément du folklore. Les gens s'en souviendront car il sera passé de génération en génération. Et est-ce que c'est ce qui va se passer avec les backrooms ? Je pense. Mais je pense que ça sera également un peu amoindri. Le Slenderman, c'est un monstre, c'est un truc physique qui... En fait, c'est trop vaste les backrooms, tu vois, comparé à Slender. En plus, est super facile à représenter ou à faire en costume. Maintenant, essayez de faire un costume des backrooms à Halloween, et j'avoue que vous allez peut-être un peu galérer. C'est pour ça la combinaison Asmat en fait.
Parce que c'est plus facile de faire un costume. En effet, je pense que c'est pour ça que l'image originale s'est souvent faite obscurcir par l'image des gens en combinaison hazmat ou celle des nombreuses entités. Les gens ont besoin d'un truc humanoïde auquel ils peuvent associer le mythe, car c'est plus facile à reproduire. Mais en même temps, je pense que les backrooms peuvent survivre aussi à travers un autre truc. La phrase Putain, on dirait les backrooms. que vous avez peut-être dû entendre à un moment, peut-être si vous avez des gens qui sont intéressés par les mêmes sujets. Cette phrase-là, elle peut aider parce qu'il y a 1000 endroits qui ressemblent à ce concept. Et dans la tête de beaucoup de gens, c'est inconsciemment un synonyme d'espace liminal. Je pense que c'est ce qu'il va se passer. C'est que le Slenderman sera aux créatures d'horreur, ce que les backrooms vont devenir à l'architecture. D'accord. D'accord. Et là, on arrive vers la fin de la vidéo. C'était la fin de la dernière vidéo sur les backrooms de cette chaîne. Bravo! Félicitations! Il y aura plus de vidéos backroom, les gars! Sauf qu'en vrai, non, je pense pas. Je pense pas que ce sera la dernière. Après, j'avoue que si demain il y a un bon jeu backroom qui sort, peut-être moyen qu'on le fasse. Hein. Mais ce sera la dernière. Un jeu fun, hein, un jeu fun où on voit des monstres qui twerk et tout, tu vois. Qui parlera des backrooms en général. Je pense faire par exemple une grosse vidéo qui revient sur toute la série des backrooms de Ken Pixels quand elle sera terminée. Peut-être que même je ferai un short ou une vidéo lorsque le film de Ken Pixels va sortir. Mais voilà, ça fait bizarre. Là, par contre, le film, ça, ce sera le mea culpa, The Last Dance. C'est une grosse étape. J'ai été associé à ce machin pendant des années. Et ça fait bizarre. C'est ça qui sera bien, le film. Hein. De clore ce chapitre, en fait. Ça m'a fait plaisir, les backrooms. C'était marrant tant que c'était là. Maintenant, ça a plus le même effet, et je suis content de voir que tous les signaux mènent à ce qu'elles ne disparaissent plus. Donc si vous voulez ma réponse finale, je trouve pas que les backrooms sont mortes. Je pense qu'elles vont survivre. Par contre, elles finiront, comme le Slenderman, par disparaître, hein, à ne plus faire peur à personne. Ah, en fait, ce serait bien qu'on ait un nouveau backroom. Slender, SCP, backroom, ça va être quoi la suite? En plus, tout ça peut partir vraiment de rien. Hein. Je prends une vieille caméra VHS... Je prends une photo de moi, je fais genre, je suis giga fatigué, avec une tête de craquette comme ça. Les gens, ils commencent à me créer une backstory, je deviens le nouveau Slender, les gars. Et je deviens une star internationale. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Findings. Je sais que il va pas plaire à tout le monde. Parce je vais sur 4chan et je mets le fichier comme ça, genre. Voilà, il y a des gens qui vont le trouver en mode random, crevé, mais moi c'était un peu intéressant. C'était presque une sorte de Findings hors série. Je sais toujours pas si je vais le mettre en Findings normal ou en Findings hors série, mais voilà, c'est un Findings particulier. Hein. C'était intéressant de revenir sur ce. Faut que tu mettes une photo de ta calvitie, c'est bon. Sujet une bonne dernière fois et surtout de parler de la plus grande trouvaille de Lost Media de l'année dernière. Ça fait bizarre. C'est un Lost Media, hein, ça fait trop bizarre que de se dire que j'en parlerai plus quoi. Enfin sauf peut-être des trucs de Ken Pixels, mais Ken Pixels fait des trucs maintenant qui dépassent même ses inspirations. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant autant de temps. Et alors il parle comme si on allait se désabonner, tu sais. J'espère que. Oh non, Feldup il fait plus des vidéos backroom, moi je me désabonne. Hein. Franchement moi je regardais Feldup que quand il y avait des vidéos backroom parce que c'était mon contenu préféré. Hein. Maintenant c'est bon, je m'en vais. Que vous continuerez à me suivre parce qu'il y a des belles choses qui arrivent par la suite. Frérot. Pour moi, sa vidéo préférée, c'était la vidéo qu'il a faite sur Doom. À la prochaine. La vidéo Doom, les gars, elle était exceptionnelle, mec. Vraiment, il nous parle en mode oh non, vous ne désabonnez pas et tout. Mais cette vidéo, les gars, elle était exceptionnelle. Est-ce que le mec, il m'a répondu? Il m'a même pas répondu, frère. Il ne m'a même pas répondu. On va faire la ZLAN certainement dans 1 mois. Le mec ne vient pas. Je vais me désinscrire. Les gars, c'est ça aussi le problème. C'est qu'il y a un moment, faut... Comment dire? Faut être régulier, faut être sérieux. C'est à 2. Le mec, il se barre. Il est déjà pas là. Il est déjà pas là alors que ça n'a même pas commencé, frère. Comment vous dire? Comment vous dire, les gars? Hein, il m'a dit... Ah merde. Il est sous rage dedans. Ah. Je suis sur rage dedans. C'est insupportable. J'ai eu un rendez-vous en urgence. Je reviens sûrement dans la soirée, je te tiens au courant. Il m'a pas tenu au courant. Donc à mon avis... Oh bah super. Moi je pense que c'est mort, hein, les gars. Je pense que c'est mort. S'il est sous rage dedans, il va pas faire la ZLAN sous rage dedans, frère. Il va pas faire la ZLAN sous rage dedans. Il va être la chain together. Je vais commencer à l'embrouiller. Il va s'énerver, il y aura du sang qui va sortir de sa bouche. Trop bizarre.